Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit des Réponses. Droit des Réponses est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse est beaucoup intéressée à un film que le quotidien Le Jour a intitulé « À Tangandji, les 16 milliards et les ONG ». Une forte connotation des films dits western où le principal enjeu serait les 16 milliards de francs CFA que l'acteur principal accuserait les ONG de mobiliser pour une éventuelle déstabilisation du pays. Mutation explique mieux en indiquant que le MINAT a suspendu 5 organisations de la société civile, notamment le REDAC, pour financement illicite. Le patron de la territoriale d'Immutation trouve que le moment est venu de mettre un terme à l'opacité dans le fonctionnement des associations. Il leur donne jusqu'au 30 janvier 2025 pour soumettre à ces services leurs sources de financement et les rapports d'activité. Sauf que dans le film, il y a une séquence sur l'exécution de la décision du MINAT où le PCA du REDAC brise les scellés apposés sur les portes de l'association par le sous-préfet de Douala Ier et refuse de déférer à la première convocation à elle adressée par le préfet du Vouri évoquant des vices de forme. Que prévoit la loi en matière d'apposition des scellés? Comment comprendre la fameuse disposition sur le bris des scellés, notamment l'article 191 du Code pénal? Le REDAC est-il particulièrement visé par les décisions du ministre de l'administration territoriale? Quels sont les fondements de sa décision? Est-ce une tentative de musellement de cette association? Présentée comme une pourfendeuse du régime. S'agit-il des grandes manœuvres qui précèdent l'élection présidentielle de 2025? Comment va se terminer cette guerre ouverte pour reprendre la grande une du journal Émergence? Un combat qui ne fait que commencer selon Maître Alice Com. Comment va s'achever finalement ce film? Quoi qu'il en soit, le film ne doit pas nous distraire ou nous faire oublier cette grande préoccupation, la pression fiscale qui s'accroît au Cameroun et qui inquiète les populations par rapport à ce que 2025 réserve en termes de niveau de vie selon le journal L'Actualité. Il faut rappeler que le budget du Cameroun pour l'exercice 2025, tel qu'adopté par le Parlement, s'équilibre en recettes et en dépenses à 7 000 milliards 317 millions de francs CFA, là où des pays de même niveau de développement économique comme la Côte d'Ivoire font au moins le double. Un tel budget, tel qu'il se présente et tel qu'il est structuré, peut-il permettre de réduire significativement la pauvreté en ramenant son incidence à moins de 10% tel que le projet de la vision 2035. L'émergence à l'horizon 2035 est-elle toujours envisageable au regard de la qualité de vie qui se dégrade tous les jours? À quoi doivent s'attendre les Camerounais en 2025, qui est par ailleurs une année d'élection présidentielle? Et justement, au sujet de l'élection présidentielle, le président de l'Assemblée nationale, en clôturant les travaux de la session de novembre cette semaine, a invité les différents acteurs du processus électoral à offrir au Cameroun un scrutin certes transparent, mais sécurisé et apaisé. Ces acteurs entendront-ils l'exhortation du président de l'Assemblée nationale? Pourront-ils s'inspirer de l'exemple ghanéen qui a bouclé l'élection présidentielle en moins de 48 heures avec comme cerise sur le gâteau l'annonce du vice-président sortant et candidat du parti au pouvoir qui a reconnu sa défaite 24 heures après la clôture du scrutin et félicité le vainqueur, le président John Mahama. Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit des réponses de ce dimanche 15 décembre 2024. Convié sur le panel cette mi-journée, j'introduis tout d'abord Maître Claude Assira. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de votre nouvelle invitation. Je dis également bonjour à mes co-panélistes ainsi qu'à vos nombreux téléspectateurs. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, d'ailleurs membre du Conseil de l'Ordre et bien sûr enseignant d'université. Merci également vous d'être venu. Honorable Samuel Mout, bonjour et bienvenue. Bonjour Duval, merci pour l'accueil qui m'a été réservé ainsi que l'invitation qui a été adressée à la cellule de communication de l'EDPC. J'en profite pour saluer les amis que je retrouve de longue date. Mais également, je n'oublierai pas de saluer aussi les milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes député de la Nation et vous venez de terminer une session que Cameroun Tribune a considérée comme bien remplie. On en reparlera dans le cours de cette émission. Merci infiniment d'être venu. Vous êtes bien informé. Merci infiniment à vous également d'être venu. Aristide Mono, bonjour, bienvenue.
Bonjour Duval, bonjour à tous les co-discutants du jour, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends part à cet autre échange, malgré les couacs qui ont précédé mon arrivée ici à Douala, parce qu'il faut préciser que depuis la fin de la semaine, ça a été beaucoup discuté. Ma présence ici à Douala, certains ont même demandé que je renonce à cette présence, mais je me suis dit, au nom de la liberté d'expression, au nom de la démocratie, au nom de l'état de droit, je ne sais pas pourquoi je déclinerais l'invitation d'une chaîne de télévision par la prétexte que je serais, je ne sais pas trop, je ne vais pas revenir sur ces situations, mais il faut préciser tout au moins à l'endroit de nos autorités, à l'endroit également des populations que ce n'est pas toujours la grande sérénité, parfois lorsqu'il faut arriver ici à Douala, et cette matinée c'était un peu plus complexe. Je crois que jusqu'à la dernière minute, je n'étais pas sûr de rester encore pour longtemps dans la capitale, mais je me suis dit, au nom de la démocratie, au nom de l'état de droit, au nom de la liberté d'expression que nous défendons, je préfère prendre le risque, quitte à ce qu'il y ait autre chose à la fin du programme. Le président de la République, Paul Biya, le disait dans un discours il y a quelques années, nul n'a plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses opinions. Nous en tenons à cela. Edmond Kangia, bonjour et bienvenue. Bonjour Duval Fangwa, bonjour aux copanélistes. Tout en adressant mes salutations cordiales, amicales et fraternelles aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission qui est très suivie à travers l'Afrique et le monde entier, je voudrais adresser mes sincères condoléances à la famille de l'artiste musicienne Coco Ateba qui nous a quittés vendredi. Je voudrais également adresser mes sincères condoléances à ses fans et à tous ceux qui l'ont aimé. Je voudrais simplement préciser que cette patriote qui aimait beaucoup le Cameroun a été contrainte à l'exil il y a une trentaine d'années. Merci Edmond d'être venu. Je vais commencer avec vous et par un sujet que je n'ai pas annoncé en sommaire. Mais c'est un sujet d'actualité. Il s'agit bien évidemment de ce sommet extraordinaire des chefs d'État, la CEMAC, attendu demain à Yaoundé. Les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale vont se retrouver. Il me semble que c'est sur initiative ou sur inspiration du Fonds monétaire, en tout cas des institutions financières internationales, qu'ils vont se retrouver pour discuter de la situation économique de notre sous-région. Oui. Quel est le sentiment que vous avez au moment où vous apprenez cette annonce? Vous avez des inquiétudes, des appréhensions, ou vous restez serein en vous disant un sommet comme les autres? Vous savez, nous sommes habitués à ces sommets-là, au sommet des chefs d'État, qu'il s'agisse de la CEMAC, de la CEAC, de l'Union africaine et d'autres institutions régionales ou sous-régionales. Mais cette rencontre, ce sommet qui va se tenir ce lundi, il faut le dire, survient dans un contexte économique particulier pour le pays d'Afrique centrale. Un contexte d'autant particulier que la situation économique et financière des États de la sous-région n'est pas formidable. Les pays comme le Cameroun et certains pays voisins sont dans une situation où ils ont besoin d'être accompagnés, si ce n'est être surveillés par les institutions financières internationales, dont le FMI. C'est dire que cette rencontre est attendue avec beaucoup est suivie particulièrement par les observateurs, par les financiers, par les médias, les journalistes. On n'a pas beaucoup de détails sur l'ordre du jour. Oui, il n'y a pas beaucoup de détails parce qu'on dit c'est à l'invitation du président Paul Biya et à l'invitation du président Touadéra que les autres chefs d'État vont arriver dès aujourd'hui pour le sommet qui va se dérouler lundi et on aura le contenu probablement lundi. Mais je dois également ajouter que ce sommet s'inscrit dans un ordre qui voudrait que les États d'Afrique centrale se repositionnent en Afrique par rapport aux autres sous-régions qui sont en avance sur la CEMAC. Je pense à la CEDEAO, je pense aux institutions sous-régionales d'Afrique centrale, je pense à ces institutions sous-régionales d'Afrique de l'Est qui sont mieux organisées, mieux structurées et qui, ma foi, aujourd'hui sont des modèles par rapport à la CEMAC qui a pris beaucoup de retard, non seulement dans les sanctions prises qui ne sont pas appliquées, ou alors qui sont mal appliquées, et où, il faut le dire, les pays de la CEMAC ne sont pas les meilleurs en matière de bonne gouvernance.
Alors, honorable Samuel Motte, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé au sujet de ce sommet des chefs d'État attendu demain à Yaoundé. Et parmi les informations qui ont circulé, celle d'une probable dévaluation du franc CFA. Attendez également, c'est une information comme celle-là qui circulait. Je ne sais pas même pas s'il faut mettre ça dans le cadre des informations ou bien dans seulement le jactance d'un certain nombre de personnes. On commence par vous expliquer qu'on se réunit comme Edmond Kambela dit tout à l'heure pour des points de malgouvernance. Ça, je n'ai pas entendu, mais je l'apprends sur le plateau. Mais également, on se réunit parce qu'il y aura un certain nombre de pays qui seraient surendettés. Pour ce qui est du cas de surendettement, effectivement, il y a dans la zone des pays qui sont surendettés, en dépit effectivement des règles communautaires de convergence qui sont fixées, qui sont respectées par personne, mais le simple fait d'avoir 2 ou 3 pays à l'intérieur d'une zone économique, des gens qui sortent des clous pour des tas de raisons que vous pouvez imaginer, ne symbolise pas en fait une histoire de malgouvernance. Donc si on prend nécessairement pour appui cette histoire de dire qu'en réalité il y a des gens qui sont surendettés aujourd'hui, la première conséquence ne serait pas qu'on dévalue. C'est-à-dire que si vous dévaluez, la plupart de ces gens-là étant endettés également en devise, la dette se double. Voilà, ce n'est même pas une raison. De la même façon que, de manière très profonde, nous avons douté des conditions dans lesquelles la dévaluation de 1994 s'est faite. C'était une imposition totale, dite certainement à un caprice de quelqu'un qui voulait se prendre pour le plus grand argentier du monde, qui était Edouard Balladur à l'époque Premier ministre, mais en réalité il n'y a pas quelque chose de ce comme. Mais maintenant que l'on ait quand même des critères de convergence qui soient respectés des uns et des autres, au moins le sommet aura à cœur de rappeler cette exigence-là qui consiste à dire, quand on a dit qu'il faut avoir 60% de taux d'endettement par rapport à son PIB, il ne faut pas qu'on aille au-delà. Il y a des gens, peut-être, on n'est pas au cœur de du fonctionnement de leur politique publique, qui ont pris l'argent à un moment donné. Je crois qu'on va essayer de recentrer. Après, maintenant, un sommet de cette nature-là, c'est avant tout un sommet qui est marqué du sceau du secret. C'est-à-dire qu'admettons par exemple que si moi également je peux céder à cette tentative-là de dire qu'on va dévaluer, la dévaluation on la prend à la dernière seconde. Parce qu'effectivement, si l'information commence à fuiter, mais je ne suis pas sûr que les conditions, on dévalue très souvent pour des points de compétitivité économique. Justement, j'allais vous relancer là-dessus. Est-ce que la situation prise sur le sens macro, de façon globale, pour ce qui concerne la sous-région, est-ce qu'une dévaluation serait une bonne chose pour ces États au regard de la situation économique? Je ne vois pas quelles conséquences ça peut avoir. Celle de 1994, effectivement, on avait dit qu'il allait avoir des conséquences structurelles. On les a attendus, on ne les a pas trop vues. Bien entendu, je peux reconnaître qu'il y a un certain nombre de sociétés telles que Sodecotton qui ont une période d'embellie qui a duré à peu près 3 ou 4 ans. C'est-à-dire que recevant à ce moment-là un peu plus d'argent parce que la devise avait été surévaluée. Pendant à l'extérieur, ils ont une période d'embellie qui n'a pas duré pendant très longtemps et très souvent la réalité nous a rattrapés. On dévalue effectivement pour se positionner sur le plan international, sur le plan de la compétitivité internationale. On ne dévalue pas pour des considérations internes. On dévalue parce qu'on veut vendre un peu plus, on veut être plus compétitif que les autres. Et donc si on a une devise moins forte, moins cotée, à ce moment-là on peut gagner un peu sur les autres. Mais en réalité, quand vous regardez la zone CFA telle qu'elle est structurée là d'aujourd'hui, je ne suis absolument pas sûr. La plupart des choses que nous vendons à l'extérieur, c'est les matières premières. Les matières premières pour lesquelles les prix sont connus à l'avance, qui sont négociés en devise. Ce n'est pas parce que vous allez être dévalué que vous allez vendre plus de pétrole qu'avant. Et en plus, vous voyez très bien qu'on est dans une règle de quota. En réalité, on peut dévaluer pour d'autres raisons qui me sont totalement inconnues aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison objective qu'on puisse être dévalué. Par contre, rappeler, réunir un certain nombre de dirigeants pour pouvoir leur dire il ne faut pas qu'on s'écroule à un moment donné, parce que le tarissement, effectivement, des devises dans nos coffres, ce n'est pas un bon indicateur. Il faut qu'on ait un minimum de discipline. Là, ça, je pourrais rejoindre peut-être un bon camp-là. C'est une nécessité absolue. Je crois que les chefs de l'État se réunissent pour cette raison-là. Pour rappeler également que dans l'Afrique que nous voulons construire demain ou après-demain, on est aujourd'hui dans les micro-États, ça nous pénalise lourdement. Si on veut avoir une vie assez holistique où tout le monde va être embarqué, il faut qu'on tienne compte du fait qu'en réalité nous sommes dans le même bateau. Donc on n'a pas de comportement individuel à avoir. En mettant par exemple un point d'honneur sur l'intégration sous-régionale. Absolument. Vous allez parler de l'intégration régionale, mais je pourrais parler même de l'intégration africaine. Il est évident que si chacun veut se comporter dans sa petite cuisine sous prétexte que soit chef d'État de cette intégration, on n'y arrivera absolument pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste des affaires financières ou de la monnaie. Je voulais juste indiquer à l'honorable Motte que la raison qu'on a souvent indiquée pour expliquer la dévaluation dont on parle déjà depuis quelque temps, c'est l'indexation
du franc CFA sur l'euro, qui était déjà indexé autrefois sur le franc français. Tout à fait. Or, comme on le sait, le franc français lui-même étant passé à l'euro, c'est-à-dire une multiplication par 6,6 à peu près, chez nous 659 francs pratiquement, il n'est pas certain que nos économies, puisqu'il y a une dialectique de l'économique et du financier, que nos économies aient pu suivre dans la même dynamique cette évolution brutale. Si vous regardez même la plupart des pays européens aujourd'hui, la France souffre elle-même aujourd'hui de cette dévaluation, ce changement de monnaie. Je pense que la structure de l'économie française en a pâti. Alors imaginez nos économies qui sont plus faibles, qui ne l'ont pas demandé, et je pense qu'elles ont eu effectivement beaucoup de mal à suivre. La deuxième raison qu'on donne souvent également, c'est comme vous l'indiquez, le fait qu'il n'y a pas eu les ajustements. Je vous interpellais, vous, précisément parce que je pense que nos États n'ont pas pris la mesure de la chose. Depuis que le monde a commencé à évoluer, toutes les grandes crises, tous les grands changements qui sont intervenus n'ont pas conduit les dirigeants africains, encore moins les nôtres, en interne au Cameroun, à s'adapter, à s'ajuster, à prévoir. Donc aujourd'hui, pour ce que moi j'ai pu entendre, il paraît que ce n'est même pas nous-mêmes qui ayons décidé, que c'est sur interpellation insistante du FMI, avec déjà pour élément saillant, la mise pratiquement à genoux je pense, du système congolais. Il paraît que le Congo serait aujourd'hui en état de cessation de paiement, purement et simplement, c'est-à-dire en faillite, pour dire les choses simples. Et quand je vois la façon dont le législateur camerounais, c'est-à-dire vous, avec la dernière loi des finances, aujourd'hui, je pense qu'à partir du 1er janvier 2022, on va commencer à nous taxer, 25, on va commencer à nous taxer même sur l'air que nous respirons. Je pense. Je pense que à ce stade-là, c'est une allégorie, je crois qu'elle était ça veut dire que même nous-mêmes, nous avons de grosses inquiétudes pour ce qui concerne notre économie. Même si c'est vrai, si on a l'occasion d'en discuter après, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ne pas plutôt jouer sur les dépenses, puisque quand on voit le train depuis l'État aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui aient fondamentalement changé. Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que nous avons nous-mêmes de bonnes raisons de penser que nous avons de grosses difficultés, et donc sur l'interpellation du Fonds monétaire international, aujourd'hui, on est contraint et forcé de pouvoir se réunir, comme le fait déjà, je crois qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, également, ils doivent avoir une réunion qui va être prévue aujourd'hui ou demain, voilà, quelque chose à peu près. Donc c'est une véritable interpellation, parce que je pense que nous n'avons pas su nous adapter aux évolutions que le monde a, de grandes évolutions que le monde a connues et qui ont conduit à la réforme de la structure même de l'économie. Je voudrais justement qu'on embraye là-dessus Aristide Mono pour évoquer la situation économique dans notre pays, et le Cameroun est membre de cette CEMAC. Les chefs d'État sont attendus demain pour discuter de la situation économique dans la sous-région qui n'est pas des meilleures. Si on reste sur le cas spécifique du Cameroun, il y a une loi de finances qui vient d'être adoptée. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour de cette loi de finances. Il faut rappeler que cela, pour l'exercice 2025, s'équilibre en recettes et en dépenses à 7 000 milliards. 317 millions de francs CFA, soit une hausse de 39 milliards à peu près par rapport à 2024. Alors, mais ce qui retient l'attention, c'est que lorsqu'on situe cette loi de finances dans le sillage, n'est-ce pas, de la SND 30, on observe par exemple que pour ce qui concerne par exemple, on va dire ça comment, le budget d'investissement public, la cible pour la SND 30, c'est 40%. Aujourd'hui, on a du mal à faire les 30%. Ça, c'est un élément. L'autre élément également, c'est que lorsqu'on observe d'autres pays du même niveau de développement économique, comme la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal, on se pose la question de savoir si véritablement cette loi de finances va permettre ou bien s'inscrit, n'est-ce pas, dans le sillage de cette SND 30. Je rappelle que l'un des objectifs de la SND 30, c'est de réduire significativement la pauvreté et la ramener dans son incidence à moins de 10%, n'est-ce pas, tel que cela est indiqué dans les documents. Atteindre par exemple le seuil de 25%, n'est-ce pas, qu'on parle de production manufacturée dans le produit intérieur brut. Tel que l'indiquent les économistes. Alors moi, je pose la question en tant que quelqu'un d'en bas en bas, comme cela se dit.
Lorsque vous regardez cette loi de finances-là et ses déclinaisons, est-ce que vous avez le sentiment que cela répond aux préoccupations réelles des citoyens, des populations, du Camerounais lambda? Alors, Duval, il faut qu'on dise déjà un mot concernant cette réunion des chefs d'État de l'Afrique centrale. Vous vous souvenez certainement de cette image des Dalton que nous avions utilisée une fois ici pour qualifier les États de la CEMAC. Une image qui sous-tendait la nature. Les Dalton? Oui. Dans les bandes dessinées là. Exactement. Donc, qualifié, on estimait que les États d'Afrique centrale réunis dans le cadre de la CEMAC sont des Dalton. En fait, ils agissent comme des Dalton. Ça veut dire qu'ils vont à gauche tous ensemble, ils vont à droite ensemble avec Joe devant, Joe qui est forcément... Et le Joe Dalton, ce serait quel pays? Ce sera en tout cas, ils ont le Joe Dalton qui est pratiquement la France en fait. Ça veut dire qu'on les tire de ce côté-ci, on les tire de l'autre côté, ils vont à gauche, ils vont à droite. Finalement, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Mais Classir l'a relevé tout à l'heure. Il faut déjà savoir qu'ils ne se sont pas réunis souverainement. Ce sont les institutions de Bretton Woods qui leur imposent toujours, qui leur imposent toujours. Ils ont le FMI s'arroge plus ou moins un devoir de surveillance de politique à travers le monde. Bon, vous allez justifier. Autant il le fait pour la CEMAC, autant il l'a fait pour la Grèce, autant il le fait pour l'Espagne. Oui, pour l'Espagne, j'ai cru que vous allez citer d'autres communautés. Vous allez citer d'autres communautés occidentales qui sont tenues comme ça, comme des bâtons par le FMI. Voilà. Deuxième élément, il faut dire que la France aujourd'hui est en situation économique très précaire. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, le franc CFA est adossé sur l'euro qui est supporté par, d'une manière ou d'une autre par la France et qui est en difficulté et qui est obligé aujourd'hui de mettre un peu la pression sur les États Dalton. Donc il faut rappeler que ce qui se joue à Yaoundé, comme ce qui s'est toujours joué, n'émane pas forcément des chefs d'État africains, des chefs d'État de la zone CEMAC, mais c'est plutôt de la volonté du FMI et de la France qui généralement font tout simplement, donnent des injonctions à ces États pour se conformer. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre en dehors d'une autre infantilisation économique et financière des États de l'Afrique centrale que nous avons qualifié d'État un peu Dalton. Maintenant, pour ce qui est de la loi des finances qui a été adoptée, déjà nous ne sommes pas surpris par la complaisance inqualifiable du Parlement camerounais qui n'a apporté aucun amendement considérable. Donc, tel que la chose a été présentée, concordée par l'exécutif, c'est comme ça que les nouveaux locataires du don chinois l'ont immédiatement adopté. Donc, si le peuple camerounais a eu un seul instant, a nourri un seul instant, un espoir de sursaut venant du côté du Parlement, je crois qu'aujourd'hui, certains doivent comprendre que si nous avons à espérer d'un Parlement, il faut rapidement se défaire de ceux-là qui aujourd'hui sont pour autre chose au Parlement, qui n'arrivent pas à imposer une proposition de loi depuis qu'ils sont de ce côté-là. Maintenant, le projet, la loi des finances en elle-même, je crois qu'on a déjà relevé un bon nombre de choses, mais ce qui choque, c'est beaucoup plus le fait que le citoyen est de plus en plus braqué. Et braqué, dans le braquage en bonne et due forme, ça veut dire que les gens ont pris le soin de mettre l'économie du pays KO, de mettre la finance du pays KO pendant 42 ans. Maintenant, ils se trouvent en situation précaire, dans une difficulté énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter la pression fiscale sur les pauvres Camerounais. On a évoqué une fois avec humour cette taxe sur les coques. Les taxes sur les coques, ça veut dire si on puise déjà chez les coques, ça signifie qu'on est en train de raser en fait le sol pour essayer de colmater les brèches et pouvoir tenir quelque chose pour continuer à faire fonctionner l'État du Cameroun. Il y a le retrait de la subvention, la baisse
drastique, la baisse considérable de la subvention, le ministre des Finances peut donner toutes les garanties du monde pour ce qui est du maintien du prix actuel du carburant dans les stations, mais toujours est-il que pour ceux qui sont un peu mieux lotis intellectuellement en matière économique, il est clair que sous réserve de ce que pourra produire le miracle de la parole du ministre des Finances, il y aura forcément une hausse du prix au niveau de la pompe. Et Dieu seul sait ce que cela aura comme incidence sur les autres produits. Il y a également le fait qu'on n'est pas assez ambitieux lorsqu'on essaye de regarder ce qui a été ajouté, pour essayer d'augmenter le budget de l'État comparativement à ce qu'on a vu ailleurs au Sénégal, en Côte d'Ivoire. On a l'impression qu'on va stagner en 2024, donc 2025 ne sera pas différent de 2024. Et quand vous regardez l'équilibre entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement, vous allez vous rendre compte qu'on a toujours maintenu cette propension à privilégier le fonctionnement qui peut quand même connaître certaines baisses pour essayer de faire respirer le budget d'investissement. Au Sénégal, il y a le budget de la présidente de la République qui a été revu, je crois, par deux. Le budget, je vous donne les chiffres exacts. Voilà. Je vous donne les chiffres exacts. La présidence de la République au Sénégal était à 80 milliards l'année dernière. Le budget a été ramené à 49 milliards. Au niveau de la primature, le budget l'année dernière était de 25 milliards au Sénégal. Cela a été ramené à 11 milliards. Et pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, le budget l'année dernière était de 20 milliards. Le budget a été ramené à 19 milliards. On parle là bien des chiffres du Sénégal. Effectivement, donc ça veut dire qu'on essaye au mieux de privilégier le budget d'investissement au détriment du budget de fonctionnement, ce qui n'est pas le cas au Cameroun, où on continue de crier qu'il faut renflouer les caisses de l'État. Au même moment, on maintient une vie élitiste de ceux qui sont, bon, disons, beaucoup plus les hauts fonctionnaires, parce que quand on va même parler du budget d'investissement, on peut croire peut-être que les petits fonctionnaires comme les médecins, les petits fonctionnaires comme les enseignants connaîtront une vie heureuse devant les banques, mais non, c'est beaucoup plus pour nourrir l'élite comprador qui continue d'avoir une vie onéreuse, une vie somptueuse au détriment en fait du financement des politiques publiques. Maintenant, il y a aujourd'hui cette question qui est posée par l'arrivée des chefs d'État à Yaoundé pour discuter quelles pourraient être des incidences. Est-ce que cela ne viendra pas enfoncer davantage la sévérité de la pression qu'on met déjà sur les populations? Je crois pour moi que l'erreur ou la faute revient aujourd'hui à nos parlementaires. La faute revient à nos parlementaires parce que ce sont eux qui représentent la nation. Ce sont eux qui maîtrisent mieux les aspirations du peuple. Ce sont eux qui savent ce que les en bas d'en bas de leurs différentes localités endurent comme souffrance au quotidien. Ce sont eux qui sont censés porter la parole du peuple, la voix du peuple face à l'exécutif qui doit seulement exécuter. Ce sont eux qui doivent surveiller ce que l'exécutif fait. Mais malheureusement, on est aujourd'hui au regret de constater à nouveau que cette loi de finances est passée comme une lettre à la poste sans toutefois qu'il y ait une récrimination, malgré tous les cris, tous les signaux des décrets qui ont été envoyés à ces députés, aussi bien au niveau des espaces médiatiques qu'au niveau des espaces non médiatiques. Malheureusement, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, en fait, dans leur bien carbonaladium. Bon, ils ont toujours fait comme ça et rien ne leur est arrivé. Alors, honorable Samuel Mout, il y a justement ces récriminations qui ont été évoquées contre la loi de finances, le projet de loi 2025 et qui a finalement été adopté. Alors, vous qui êtes sur le terrain, je veux dire, à l'Assemblée nationale et qui avez peut-être un certain nombre d'informations qui ne sont pas à la portée des citoyens lambda, en quoi est-ce que cette loi de finances... Je rappelle que le président de l'Assemblée nationale, à l'ouverture de la session de novembre, indiquait qu'il souhaitait
que le gouvernement propose un projet de loi qui réponde aux aspirations profondes des populations. Est-ce qu'au terme de cette session et avec le budget qui vient d'être adopté, vous avez le sentiment que cette préoccupation du PAN a été prise en compte et que cette loi de finances permet effectivement de se situer dans le sillage de la SND 30 tel qu'élaboré par le gouvernement? Sillage, dans le sillage de la SND 30, bien évidemment. Est-ce que le sillage budget qui doit être partagé de tout le monde, on peut bien l'espérer. Est-ce que budget qui répond aux aspirations des Camerounais, je suis convaincu. Maintenant, quand je dis que je suis convaincu, mon nom a le droit de dire à côté qu'il n'est pas convaincu, mais à condition que l'on revienne sur l'essentiel et qu'on discute sur les options. Oui. Un budget, c'est c'est un pari que l'on prend pour l'avenir, qui vient effectivement sectionner un ensemble d'orientations stratégiques qui a été fixé. C'est le cas de la SND 30 que l'on essaie d'appliquer sur le court terme. Et de ce point de vue-là, on est en face tout simplement des choix stratégiques, des choix de politique, des choix également qui peuvent être liés à des options, idéologiques. Et lorsque vous posez un débat comme celui-là, vous voyez très bien que ça a souvent dérapé pour pouvoir aller sur quelque chose qui ne me semble pas être essentiel aujourd'hui. Partout ailleurs où j'ai vu on discute de ces choses-là, on discute très souvent sur des options. Sur des options, on discute sur des problèmes de la perception idéologique et le ressenti idéologique des gens qui participent au débat. Au Cameroun, on en est réduit à dire, moi j'aurais souhaité que cet impôt-là soit à 35%, alors que là, le gouvernement me le propose à 25%. Dans cette histoire-là, il y a un qui me le propose à 25% et à 35%, lequel des deux a raison. Si on revient fondamentalement à des choix idéologiques en disant, dans un cas, comme le pourrait l'estimer, il y a une obédience théologique, j'allais dire même idéologique, qui pousserait à quelqu'un à dire on doit fonctionner dans un environnement zéro impôt, c'est le cas effectivement des libéraux. À ce moment-là, on peut comprendre également que l'on a une institution là sur le taux. De la même façon, lorsque vous voulez entrer dans un cadre un peu plus confiscatoire, comme là, imaginez à un moment donné dans une campagne électorale, François Hollande, en disant que tout revenu personnel qui appartient à une personne à hauteur de 75%, il va rafler tout. Là, effectivement, là, ça se défend et on comprend très bien qu'il y a des chocs d'idées qui sont sous-tendus par des démarches idéologiques quelconques. Pour ce qui est du débat camerounais, c'est que non, moi je pense que le gouvernement n'a pas pu faire ça, ou alors que le Parlement, c'est ce que venait de dire Aristide Monod tout à l'heure, aurait dû poser des floppés d'amendements. Je prends peut-être deux indicateurs. Je prends deux indicateurs pour qu'on se comprenne mieux. Je prends un premier indicateur. Le président de la République, dans ses discours, les récents, indique par exemple qu'il souhaite qu'on puisse réduire le train de vie de l'État. Parce que, de son point de vue, en réduisant le train de vie de l'État, il y a un certain nombre de ressources qu'on doit pouvoir mobiliser en faveur d'un certain nombre d'activités qui permettent de... Alors, et dans ce cas-là, effectivement, on remarque que si on prend le cas des budgets des institutions, on parlait du Sénégal tout à l'heure, on remarque que dans le cas du Sénégal, il y a eu 180 milliards de francs CFA en plus sur les recettes fiscales et douanières. C'est-à-dire qu'il y a eu l'élargissement de l'assiette fiscale, mais en même temps, il y a réduction du budget d'un certain nombre d'investissements. Et cela peut peut-être amener les populations à comprendre que pendant qu'elles font des efforts dans le sens de mobiliser plus de recettes fiscales pour accompagner l'État, les institutions font également le même effort. Est-ce que dans le cas du Cameroun, ce message-là, cette indication-là, cette orientation-là donnée par le chef de l'État, si vous l'avez enregistré, vous pouvez également imaginer que le gouvernement que lui l'a nommé ne peut pas être sourd face à une telle intervention. Mais de façon pratique, on ne ressent pas cela. Attendez, mais pourquoi chaque fois vous voulez il le sent. Après, maintenant, comment est-ce qu'on le met en œuvre? Tout le problème, il est là. C'est-à-dire que lorsqu'on a donné une orientation, et c'est tout le propre d'ailleurs du budget, on vous demande d'aller chercher comment est-ce que vous faites pour l'appliquer, vous revenez en arbitrage, voilà ce que nous avons pu faire chef par rapport à l'orientation initiale, on essaie d'arbitrer et effectivement, il faut qu'on arrive à quelque chose qui soit équilibré. Le génie du budget, effectivement, c'est qu'il faut absolument qu'il soit équilibré et qu'il tienne compte
dans l'ensemble des options qui ont été définies par la personne la plus hiérarchique qui puisse prendre les décisions. Effectivement, on est dans ce cadre-là. Après, maintenant, nous, quand nous venons dans les chaînes de télévision, on discute sans avoir été au cœur de cette manœuvre-là qui consiste à dire qu'on présente un budget de 7 milliards 300 millions. 7 000 milliards 317 millions. Et en réalité, je pense qu'on en tient compte. Et d'ailleurs, il va vous donner une indication. Vous voyez qu'il n'y a pas de changement, il y en a. À peu près 4 ans sous mes yeux là, quand vous parlez du train de vie de l'État, je les observe au quotidien. Nous arrivons dans un débat de discussion avec la Chambre des comptes, qui a été suivi par la suite avec le ministère des Finances. Et à l'intérieur de la Commission des Finances, il y a les hauts magistrats de la Chambre des comptes qui viennent nous parler de l'histoire de sous-consommation de budget. C'est un exemple que j'aime bien. Comme pour pouvoir dire à M. Monod qu'à l'Assemblée nationale, on travaille beaucoup. Et puis vous dites, non, c'est pas normal. Attendez, mais laissez-moi parler. Nous travaillons. Non, mais dites aux Camerounais que c'est ça que je suis en train de dire. Depuis que je suis à l'Assemblée nationale, voilà la loi qui est issue d'une proposition de l'Assemblée nationale. Il y a, quand vous travaillez très souvent avec des gens qui gèrent évidemment ces budgets, il y a quelque chose qui était plus ou moins convenu aujourd'hui, qui consiste à dire, quand on a voté un budget, il faut le consommer. Et donc, vous allez entendre, non, le budget a été sous-consommé de manière générale. Et nous rappelons de manière assez froide à la Chambre des comptes, oui, le point de sous-consommation du budget, on peut bien le comprendre. Ce n'est pas une faute en soi. C'est une faute lorsque vous l'indexez à une réalisation, par exemple, d'un projet. Si vous consommez moins de ressources, ça veut dire que vous n'avez pas fait atteindre l'objectif de réalisation de tout le monde qui avait été prévu. Mais ce vocable-là que vous voulez accoler à toutes les dépenses, on n'est pas d'accord. Autant on peut comprendre sur une convention de la route, si vous avez dépensé moins d'argent, ça veut dire que vous avez fait moins de kilomètres. Autant on ne peut pas comprendre qu'en ce qui concerne les dépenses, notamment qui tiennent lieu, ce que vous appelez le train de vie de l'État, quand il y a sous-consommation, considérez que la dépense réaliste, c'est celle qui a été consommée au courant de la période, il ne faut pas en rajouter. La première conséquence de cette remarque-là, c'est que lorsque vous avez fait le Covid, en 2020, la première dépense qu'on a touchée dans le secteur, c'était cette dépense-là, quand il fallait réallouer les ressources. On est arrivé effectivement à l'analyse qu'en réalité, ce que les députés disaient en la matière, quand on voyait la courbe de la dépense sur cette ligne-là, en réalité, il y avait matière à faire des économies. Les économies dans le secteur, on les fait depuis un moment. Et donc, quand vous voyez là également, ça s'est stabilisé. Après maintenant, comment est-ce que vous faites pour faire fonctionner votre administration? L'administration là également, je ne voudrais pas qu'on rentre dans des comparatifs. Celle du Sénégal, elle n'est pas celle du Cameroun. Les conditions dans lesquelles les Camerounais fonctionnent, on ne peut pas les comparer au Cameroun. De la même façon, je vous ai entendu tout à l'heure faire une allusion. Pourquoi est-ce qu'on peut faire également des billets de 100 milliards? Les gens, c'est des options que nous prenons. Et on verra bien en bout de course l'option de qui aura marché. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent prendre des options en disant de toutes les façons, nous, on va se surendetter et que de toutes les façons, il y aura des remises de dettes qui vont se profiler à l'horizon de 10 ou 20 ans. Entre-temps également, l'avenir peut leur donner raison, mais également l'avenir également peut les démentir. Parce que nous ne voulons pas rentrer dans un cycle dans lequel on sera dépendant de qui que ce soit. Notre dépendance, elle passera d'abord par une dépendance financière. Et les problèmes notamment de surtaxation qu'il évoque tout à l'heure, là également vous allez voir qu'on est tout en pondération en disant on prendra juste ce qu'il faudra. Et quand vous comparez également les économies, le Cameroun également est à la traîne en matière de pression fiscale. Oui, la pression fiscale en 2024 était de 13,6% pour le PIB. Oui. Et cette année, on va atteindre 14%. J'aimerais bien que vous donniez d'autres pays. Non, je donne les indications tout à l'heure. Je vais quand même préciser que le Cameroun compte augmenter les recettes non pétrolières par rapport justement à cette pression fiscale. L'objectif, c'est d'atteindre 4 000 milliards pour l'année prochaine et d'ici 2027, 4 600 milliards. Ce sont les chiffres, vous avez attendez. On réussit effectivement à augmenter les recettes non fiscales de deux manières. Soit vous créez des impôts nouveaux, il y a un impôt nouveau qui a été créé, soit vous rendez performant votre système de recouvrement. Okay. Et dans la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui payent pour les autres. Mais en réalité, même quand vous le dites,
C'est une théorie fiscale qui est connue. Alors, c'est-à-dire que quand on fixe un taux d'imposition quelque part, on sait très bien qu'il y a des gens là dedans qui vont essayer de passer à travers les mailles des filets. Il y a une partie qui va payer pour cela. Maître Claude Assira, je pose la question d'abord en tant que citoyen, parce que là on a un député qui maîtrise, comprend très bien les questions économiques. Je pose la question à un citoyen lambda et peut-être sous votre casquette de juriste. On prend l'exemple, il dit comparaison n'est pas raison, mais on va rester quand même sur ces comparaisons. Vous avez un pays comme le Sénégal, où on dit que la présidence a réduit son budget de 80 milliards à 49. La primature a réduit son budget de 25 milliards à 11 milliards. Et l'Assemblée nationale de 20 milliards à 19 milliards. Dans le même temps, on dit que les recettes fiscales devraient fournir 4 000 milliards de francs CFA, soit une évolution de 180 milliards par rapport à l'année dernière. Ça veut dire que non seulement les institutions ont réduit le budget, mais on a élargi l'assiette fiscale pour augmenter les recettes. Et lesquelles recettes, justement, vont permettre de faire un certain nombre d'investissements lorsqu'on parcourt le programme du gouvernement par rapport à la question. Mais dans le cas du Cameroun, il y a l'élargissement de la pression de l'assiette fiscale. Au niveau de la réduction des budgets des institutions qui sont budgétivores, on n'a pas le sentiment que les efforts sont faits. Par contre, le sentiment qu'on a effectivement, c'est que même ces recettes qui sont mobilisées sont mal utilisées. Et là, je me réfère à la loi de règlement de 2023, l'annexe 14 réalisée par la Chambre des comptes, qui dit que l'argent qui a été mobilisé a des doutes sur la manière dont le budget a été exécuté. Les termes qui sont utilisés, c'est que ces comptes, du point de vue de la Chambre des comptes, ne sont ni sincères ni réguliers. Et lorsque vous parcourez ce rapport, vous avez des institutions où on dit que le taux de consommation du budget est de 99%. C'est la Chambre des comptes qui le dit. Alors que sur le terrain, la réalisation correspond à 0%. Je ne sais pas comment on peut appeler cela. Mais lorsque le citoyen lambda est donc face à une situation comme celle-là, et en même temps on lui demande de payer un peu plus d'impôts, quelle doit être sa réaction? Je pense que vous avez tout fait, vous avez fait toute la démonstration. Moi, je pense que le vote est presque toujours dans ce ordre, pour pouvoir justifier les choses qu'ils font, soit à l'intérieur de la Chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, à laquelle il appartient, soit alors éventuellement de façon un peu plus large en ce qui concerne les actions du RDPC, qui défend d'ailleurs toujours ici Vendôme, comme on a pu le voir. Sauf que là, en l'occurrence, effectivement, vous attirez l'attention sur un certain nombre d'incohérences dans la façon de faire. Lui-même, il nous dit d'ailleurs pas de choses. Il nous a indiqué les points sur lesquels on est en mesure de jouer sur le budget. À aucun moment, dans son inconscient ou son subconscient, il nous dit qu'on est en mesure de jouer également sur la réduction des dépenses. Et il ne peut pas nous le dire, au demeurant, pour une raison simple, c'est qu'en tant que député, j'aurais aimé que, plutôt que de s'appuyer, nous autres citoyens lambda, puisque c'est comme ça qu'on a été, c'est sous cette casquette-là qu'on va interpeller, oui, donc peut-être quelques petits soucis techniques qui sont rapidement réglés pour permettre à Maître Claude Assira justement d'être plus audible. C'est bon? Ça va? Voilà. Donc, à ce titre-là, je ne sais pas quel est le degré de contrôle que le Parlement a sur l'action gouvernementale, d'une façon globale, non seulement sur l'action gouvernementale, mais même simplement sur les points, les lieux de pouvoir que vous venez d'indiquer, notamment la présidence de la République du Cameroun. Donc, ils n'ont aucune vue là-dessus. À côté de cela, nous voyons parfaitement, et les seuls indicateurs que nous sommes en mesure d'avoir, comme c'est le cas pour la Chambre des comptes ou autres, nous apportent des éléments qui viennent corroborer, conforter les éléments d'approche, d'appréciation que nous pouvons avoir au vu de, je vais dire, de ce que le citoyen lambda peut entrevoir, c'est-à-dire le train de vie de l'État, les dépenses somptuaires, aussi bien en voyage, en frais de mission, en acquisitions diverses, et puis même simplement le train privé des gens, des agents de l'État que nous voyons. Aujourd'hui, si vous avez envie d'être riche, n'allez surtout pas faire les affaires, ne soyez pas homme d'affaires. Entrez dans la fonction publique camerounaise. Bien. Donc, je suis étonné de la cécité de l'honorable Molt sur ces questions-là, pour essayer à tout prix simplement de nous vendre. Mais pas aveugle, pour le moment.
vous avez vu que chaque fois que l'un d'entre nous prend la parole, vous arrogez toujours la possibilité de nous interrompre. J'ai été interrompu tout à l'heure. Nous prenons... Je ne suis pas plaint. Je n'ai pas l'impression que moi je vous ai interrompu une seule fois. Et je ne vous D'accord. interromprai pas du tout, vous pouvez en être sûr. Très bien. Voilà. Essayons un peu de respecter la même discipline. Je vous laisserai le temps de développer. Vous aurez d'ailleurs tout à fait le loisir de me contredire, ce qui est tout à fait normal. Ça fait partie du débat républicain. C'est pour ça que nous nous donnons la peine de venir jusqu'ici devant nos téléspectateurs. Donc, j'aimerais bien pouvoir au moins terminer avec ma démonstration. Donc, je suis toujours un peu étonné parce que je pense qu'il y a ces deux éléments-là. Et vous faites bien. Des États qui ont une meilleure gouvernance. Vous avez pris simplement le cas du Sénégal, qui ont une meilleure gouvernance, qui ont des systèmes de transparence et de contrôle qui sont visibles, vous indiquent, on peut douter des chiffres, parce que tout le monde vous dira que les chiffres disent toujours ce qu'on a envie de leur dire. Mais au moins, ils indiquent une tendance. On vous dit, nous pensons qu'au regard de tels éléments, telles situations, il vaut mieux plutôt aller dans le sens, c'est une tendance baissière. C'est-à-dire que là où nous avions tendance à considérer un train de vie qui était relativement important, nous pensons que si nous diminuons les ressources de l'État sur tel point, tel autre point et tel autre, je pense qu'il doit y en avoir d'autres qui ne sont pas apparus. Tout à fait. Pourquoi est-ce que cette logique qui se fait partout ne peut pas être une logique applicable au Cameroun, où par ailleurs vous avez les éléments, les chiffres que vous venez d'indiquer, j'ai du mal à le comprendre. Je voudrais terminer en indiquant que l'honorable Motte, je ne fais pas une fixation sur lui, hein, c'est parce que c'est lui qui représente aujourd'hui. Il sait très bien la sympathie que j'ai pour lui, d'ailleurs, par ailleurs. Et je peux la lui redire ici, sans aucun problème. J'ai aucune difficulté avec ça, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Le but n'est pas de chercher à savoir de combien on a augmenté. J'aurais aimé qu'il m'indique également quels sont les moyens que le même État, dont il défend aujourd'hui, apparemment les orientations qu'il donne, a pu donner à ceux sur lesquels il fait asseoir l'impôt. Y a-t-il eu une action dynamique, volontariste, nouvelle, qui nous a échappé pendant la dernière année, qui vous permet de penser que passer de 13,6 à 14, je ne sais plus combien, peut être quelque chose d'indolore pour le public? Je voulais déjà vous indiquer qu'avant même de chercher à savoir s'il y a eu une augmentation ou pas, avez-vous vérifié que les 13,6 d'avant étaient déjà eux-mêmes appuyés sur une réalité qui était la conséquence de l'action du gouvernement, des pouvoirs publics auparavant? J'en doute énormément. Je pense que ça, il faut pouvoir le reconnaître. Il y a une pression fiscale qui est intolérable et je pense que les augmentations, et ce que nous avons pu voir aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a une augmentation qui, de mon point de vue, est insupportable et anormale et injuste au regard du parallélisme que vous avez vous-même effectué. Edmond Kamgia, de plus en plus, ce qu'on écoute en parcourant les journaux ou en donnant la parole aux gens dans la rue, c'est que 2025 risque d'être plus dur que 2024. Et la loi de finances qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, de leur point de vue, conforte cette tendance, ou mieux cette appréhension-là. Tout à fait, je crois que je l'ai dit et redit lors de mes précédentes interventions dans d'autres émissions de droit de réponse, les deux précédents notamment. La tendance est là, j'ai dit et je le redis encore, que le train de vie de l'État, qui ne baisse pas, qui augmente, et cette augmentation correspond à l'obésité du RDPC au sein du Parlement. Donc c'est une tendance qui augmente, c'est l'obésité au niveau de l'augmentation du train de vie de l'État. Donc on est passé d'une obésité politique à une obésité financière, au détriment du bien-être du peuple camerounais. Mais est-ce que cette tendance-là vous rassure pour ce qui concerne l'atteinte des objectifs de la SLE 30 qui se situe dans le sillage de la vision 2035? Je dois rappeler que pour son développement économique et social, le Cameroun s'est doté en 2009 d'une vision de développement à long terme avec pour ambition d'être un pays émergent, démocratique, uni dans sa diversité en 2035. Et il y a un certain nombre d'éléments qui ont été indiqués. Atteindre une croissance économique proche de 2 chiffres, atteindre le seuil de 25% comme part des productions manufacturées dans le produit intérieur brut, réduire significativement la pauvreté en ramenant son incidence à moins 10% en 2035 et consolider le processus démocratique et renforcer l'unité nationale dans le respect à la diversité, entre autres. Alors, lorsqu'on regarde cette vision-là et qu'on observe en même temps la loi de finances telle qui vient d'être adoptée, est-ce que l'honorable Motte a dit que cela correspond tout à fait à cette vision-là? Est-ce que c'est votre point de vue? Je ne partage pas le point de vue de Samuel Dieudonné Motte. D'abord parce que
pas parce que ce qu'il dit n'est pas audible, mais c'est parce que ça ne correspond pas à la réalité. Voyez-vous, depuis le début de cette émission, vous avez pris des exemples au Sénégal qui est d'un niveau de développement comparable à celui du Cameroun. Je peux prendre le cas, je veux prendre le cas de la Côte d'Ivoire aussi. Hein. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un budget de 15 000 milliards 339 millions de francs CFA, avec une hausse de 11% par rapport à l'année dernière, une croissance économique projetée à 6,3%, avec une inflation qui pourrait être maîtrisée à 3,4%. Donc, on peut prendre d'autres exemples. Oui. En Côte d'Ivoire, vous voyez, les réalisations sont visibles. Les annonces qui sont faites sur le plan des infrastructures, par exemple des autoroutes, on les voit, on a les chiffres, et on se rend bien compte, si on veut comparer les chiffres, par exemple, dans la réalisation des routes et des autoroutes en Côte d'Ivoire, comparativement à ceux du Cameroun sont plus chers que ceux de la Côte d'Ivoire. Et c'est incompréhensible. Et ça me ramène au constat qui a été fait dans le rapport de la Chambre des comptes, qui note véritablement, et ça c'est de manière permanente, ils l'ont dit récemment, vous l'avez répété encore aujourd'hui, c'est que les comptes ne sont ni réguliers ni sincères. Comment peut-on atteindre des objectifs que l'on s'est fixés si les comptes ne sont ni sincères ni réguliers? C'est la première interrogation que je me pose, pour montrer que j'ai des doutes véritables par rapport aux objectifs que le gouvernement se fixe et envisage d'atteindre pour atteindre l'émergence en 2035. J'ai des doutes et je n'y crois même pas. Il y a aussi une chose à laquelle je me serais attendu à la fin, à la clôture, avant la clôture de la session parlementaire. Vous savez, si véritablement le gouvernement est engagé dans un processus qui vise à atteindre des objectifs SND 30, comme vous l'avez dit, dans les critères que vous avez fixés, sur le plan financier, sur le plan démocratique et autres, je me serais attendu qu'une mesure forte soit prise. C'est-à-dire que parmi les projets de loi qui ont été adoptés, qu'il y en ait une qui nous rassure, nous, le peuple, que le gouvernement est véritablement engagé dans un processus de transparence dans tous les domaines. Transparence sur le plan du processus électoral, transparence sur le plan de la gestion, transparence sur le plan financier. Exemple, d'un projet de loi à laquelle je m'attendais et qui n'est jamais passé dans l'idée des membres du gouvernement, ni même des parlementaires qui ont la possibilité de faire des propositions de loi. C'est quoi? Ce qui est, par exemple, l'adoption d'une loi qui modifie le code pénal dans le sens d'introduire une disposition qui pénalise l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, on attend encore. On n'a pas un instrument qui permet de pénaliser l'enrichissement illicite au Cameroun. Or, il y a des niches importantes de recouvrement d'argent si on pouvait pénaliser l'enrichissement illicite au Cameroun. Ça, c'est une des choses que je vais avancer comme ça pour dire qu'en réalité, le gouvernement n'a pas la volonté d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans l'intérêt du bien-être du peuple camerounais. Tout à l'heure, on parlait de l'augmentation du train de vie de l'État. Oui. Pendant qu'au Sénégal, le nouveau leadership est en train radicalement de serrer la ceinture. Au niveau de la présidence, la primature, de l'Assemblée nationale, ils ont serré la ceinture. Ils ont baissé les budgets de fonctionnement. Parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. C'est-à-dire, utiliser cet argent-là dans le cadre des investissements qui vont bénéficier au peuple sénégalais. Au Cameroun, c'est plutôt des dotations supplémentaires qui sont octroyées à beaucoup de départements ministériels, dont on ne ressent pas forcément la pertinence par rapport à la loi de règlement. Ça, c'est une autre chose qu'il faut avancer. Et dire que si véritablement le gouvernement avait l'intention, comme le chef de l'État lui-même l'a si souvent dit, nous devons réduire le train de vie de l'État. Il a dit dans au moins 4-5 discours de décembre de fin d'année. Mais la réalité sur le terrain, c'est que d'année en année, le train de vie augmente. Il gonfle. Au détriment du budget d'investissement dans l'intérêt du peuple camerounais. Et c'est tout cela qui m'amène à dire que non seulement j'ai des doutes, mais j'ai du mal à croire qu'il faut attendre encore de ce gouvernement, notamment avec cette loi de finances, que je dis va renforcer non seulement la pression fiscale, mais la répression fiscale. Et j'ai du mal à croire, telle que cette loi a été adoptée et qui sera probablement promulguée par le chef de l'État, par le président de la République, j'ai du mal à croire
qu'elle sera véritablement appliquée par le peuple camerounais, qui est suffisamment asphyxié, qui souffre, qui a du mal. Mais voyez-vous, avec le train de vie de l'État qui a augmenté, pendant que de l'autre côté, le panier de la ménagère est squelettique. Tout a augmenté en termes de doubler, de tripler sur le marché, dans les ménages. La ration que vous donnez à votre femme aujourd'hui, on a tendance non seulement à ajouter, mais à doubler et même à tripler si un ménage veut manger à sa faim. Il y a beaucoup de ménages qui ne mangent plus 2 fois à leur faim, qui mangent plus 2 fois par jour. Beaucoup de ménages aujourd'hui mangent au plus 1 fois par jour. C'est-à-dire après le petit déjeuner, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir un petit déjeuner, il y a un seul repas qui se fait souvent le soir. Parce qu'en journée, vous faites un premier repas, vous ne pourrez pas faire un second repas pour les enfants. Parce que le pouvoir d'achat est de plus en plus faible. Les citoyens, beaucoup ont perdu leur emploi. Et les chefs d'entreprise aujourd'hui sont en difficulté. Beaucoup de ceux qui créent des emplois aujourd'hui sont rattrapés très vite, avant même, c'est-à-dire entre la première et la 5e année, ils sont obligés de fermer. Ils sont obligés de fermer à cause de la pression fiscale. Donc des mesures ne sont pas prises pour encourager, n'est-ce pas, les entrepreneurs. Des mesures ne sont pas prises pour encourager, n'est-ce pas, les Camerounais, les citoyens lambda, partout où ils se trouvent, que vous avez intérêt à payer les impôts. Si nous payons les impôts, et nous nous rendons compte que cet argent est détourné à d'autres fins, notamment à travers le Pétrus. C'est-à-dire, ils se permettent, bon, on a vu pendant la campagne de 2022, ils peuvent boire du Pétrus, ils boivent du Pétrus, ils peuvent se le permettre. Nous pouvons du Pétrus. C'est quoi Pétrus? C'est une boisson. Ah, d'accord. C'est une boisson très prisée par une minorité qui a beaucoup d'argent, parmi lesquels des détourneurs de fonds publics. Ça ne rassure pas, monsieur Mott. La loi que vous avez votée, la loi que vous avez adoptée, elle est mauvaise. Elle ne correspond pas aux aspirations, aux attentes du peuple camerounais. Alors, honorable Mott, 30 secondes juste pour rassurer les téléspectateurs. Oh, vraiment, oui, pour les rassurer, parce que j'ai suivi Maître Assira tout à l'heure, il manifeste que nous, le sentiment que nous partageons, sur ce plateau d'ailleurs, par tous les concitoyens, la version à l'impôt, théorisée en cela par professeur Kosian, qui consiste à dire, dans chaque impôt, dans chaque taux d'impôt que l'on fixe, on tient bien compte qu'il y a une personne qui va se mettre en maille de la loi pour pouvoir savoir qu'il va tricher. Tout le génie aujourd'hui de l'administration fiscale, c'est de faire en sorte que lorsqu'on a décidé qu'il y ait un impôt, que cet impôt-là soit le mieux partagé. La notion de pression fiscale dont il a parlé tout à l'heure, cela ne veut pas dire tout simplement qu'on veut, en réalité, comme ça, on veut presser les gens. On considère que tout simplement que pour qu'une nation puisse fonctionner convenablement, il faut que chacun de nous y contribue. Et dans le cadre de cette contribution-là, on considère qu'on... Mais est-ce que c'est ça la préoccupation? Non, c'est ça. Il me semble que la préoccupation, c'est on veut bien payer cet impôt, mais on veut bien savoir à quoi. J'en arrive, mais ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à beaucoup de choses. Donc, au moins, si nous sommes d'accord que chacun de nous doit contribuer, très bien, on a avancé. Mais là, également, vous rentrez dans des comparatifs. J'ai une information qui n'est pas très bonne pour vous. 60 milliards pour le budget de la présidence au Cameroun. Oui. Contre 80 milliards il y a quelques temps pour le Sénégal. Donc en réalité, les gens qui sont copiés là, c'est nous. Les gens les plus rigoureux là, c'est nous. Maintenant, ils peuvent passer de 80 milliards à 49 milliards. On verra très bien s'ils sont dans une bonne tendance. L'autre chose également que j'ai envie de mettre au débat, on réduit également, peut-être parce qu'on a une pression quelque part, le service de la dette de ces pays-là qui s'endettent, ce que vous prenez là en exemple, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La pression de la dette va faire qu'à un moment donné, pour ne pas tomber en défaut de paiement, ils seront bien obligés de faire des efforts quelque part. Et donc, pour cette raison-là, écoutez... Oui, mais la préoccupation reste la même. Non, mais la préoccupation... On veut bien continuer à payer les impôts. On veut bien s'endetter. Mais à quoi sert la dette? Mais ça sert effectivement... Parce que la question, justement, il me semble, c'est la question de la qualité de la dette. Oui, la qualité de la dette, sauf que là, à un moment donné, on voit très bien que la plupart des emprunts que nous faisons, on ne les met pas dans l'environnement productif. C'est valable pour le Cameroun, c'est valable pour le Sénégal, c'est valable pour la Côte d'Ivoire. Honorable, je vais prendre est-ce que vous savez, c'est le dernier rapport de la Caisse autonome d'amortissement, oui, qui a environ 4 000 milliards de francs CFA qui ont été engagés, mais qui jusqu'ici ne sont pas utilisés. Engagés ne sont pas utilisés. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qu'on a mobilisé en termes de dettes, et sur lesquels on paye, il y a des intérêts, mais qui depuis plusieurs mois sont
immobilisés dans les caisses. Oh ben là, vous invoquez un autre sujet qui peut être également lié, qui peut être également lié au déploiement du processus d'achat au Cameroun, qui est, je vous le concède, assez long, qui fait qu'à un moment donné, ça peut bloquer parce qu'effectivement, on n'est pas satisfait des emplois qui sont... Est-ce que ça ne renvoie pas à la gouvernance, justement? Non, mais c'est un problème de gouvernance, mais là également, mais ce que vous rentrez également dans le problème de gouvernance, c'est le devoir de contrôle. Vous comprenez très bien qu'on peut aller prendre un emprunt à l'extérieur. Si on voit très bien que l'exécution sur le terrain ne suit pas, c'est à bon escient que l'on dit, au moment où on fait d'abord le tempo. C'est pour ça qu'on déplore, parce que la caisse autonome d'amortissement, quand vous faites part de ce que la caisse autonome d'amortissement dit, la caisse autonome sait que lorsque vous avez mobilisé un emprunt extérieur, vous avez des commissions à payer, y compris sur la partie non décaissée. C'est en fait ce que ça voulait dire. Mais c'est plutôt de bonnes pratiques que de dire que lorsqu'il y a un projet qui est mal exécuté, quelque part, que ça puisse. Mais en même temps, vous voulez enlever tous les procédures de passation de marché au Cameroun. C'est l'un des éléments sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour pouvoir essayer de contrôler un certain nombre de choses. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en réalité, le rôle des parlementaires, c'est de faire en sorte qu'il y ait un minimum de contrôle de politique publique qui puisse être effectué. Mais encore une dernière fois, sortons de cette idée-là de ce que le Parlement est opposé au gouvernement. Aucun Parlement au monde représentant une majorité qui est au gouvernement ne se pose pas nécessairement. Mais lorsqu'il s'agit de passer des amendements qui sont justifiés également, il arrive effectivement qu'on passe ces amendements-là. Mais en réalité, le problème de la version de l'impôt, il est partagé, y compris par ce... Très bien. Maître Claude Assira, puisque nous parlons des milliards, restons dans les milliards. Et, le journal Le Jour, cette semaine, en sa grande une, écrit à Tangandji, les 16 milliards et les ONG. Selon le MINAT, il y aurait des associations qui auraient un fonctionnement opaque et qui mobiliseraient beaucoup d'argent qui pourrait être utilisé dans le sens de la déstabilisation du Cameroun. Et au nom donc de la nécessité de protéger l'État, la sécurité publique, eh bien, il a enjoint ces associations, n'est-ce pas, de se conformer à un certain nombre d'exigences d'ici au 30 janvier 2025. Et pour prendre des mesures, je ne sais pas, c'est vous qui êtes juriste, c'est vous qui savez si on va appeler ça mesure conservatoire ou quoi, il a décidé de suspendre 5 organisations, parmi lesquelles le RIDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. La question que je voudrais vous poser en tant que juriste, c'est de comprendre, n'est-ce pas, cet article 191 du Code pénal qui a été évoqué dans l'exécution de la décision du ministre de l'administration territoriale. Le sous-préfet est venu, au nom de cette décision du MINAT, à poser des scellés sur les portes. Pardonnez-moi, monsieur. Vous touchez, à mon avis, à un problème qui est fondamental, qui est le droit, la liberté d'association. Quand vous glissez sur la question des scellés, qui, de mon point de vue, est annexe, je crains que vos téléspectateurs ne comprennent plus exactement. Non, je vais préciser. Permettez que je précise. Je voulais d'abord planter le décor pour qu'on comprenne qu'il y a une décision qui a été prise par le MINAT qui estime qu'il y a des associations qui sont en marge de la loi et donc a décidé donc, de faire suspendre leurs activités. Et donc, dans le sillage de l'exécution de cette décision, le sous-préfet est venu à poser des scellés. Et la PCA du RIDAC a décidé de briser ces scellés-là. Et maintenant, dans le débat autour de est-ce qu'elle avait raison de briser les scellés ou de ne pas briser, il y a un article qui surgit, le fameux article 191 sur le prix des scellés. Et la question précise que je vais vous poser, peut-être en attendant qu'on rentre dans le débat de façon globale sur la question de la liberté d'association, je veux qu'on commence peut-être par là, sur cette affaire-là. On dit... Est-ce qu'on est libre de briser les scellés? Bonne question. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre cette disposition-là, notamment cet article 191? Ce qui m'embête, je suis désolé, je vais respecter le conducteur. Oui, tout à fait, le conducteur que vous avez suivi, même si ça m'ennuie. Parce que je pense que vous parlez de la conséquence sans commencer par la cause, oui, au point de départ. Et même dans la chronologie des choses, j'aurais préféré qu'on commence par la décision, oui, qui est le point déclencheur avant d'arriver à ce qui me semble être aujourd'hui vraiment l'anecdote. Mais je vais vous répondre. Je voudrais pour cela faire une comparaison avec une autre notion qui est à peu près voisine, qui est la notion de la légitime défense. La légitime défense vous dit que si vous êtes interpellé à tort, j'insiste là-dessus, à tort, par un policier, vous ne pouvez pas dire que vous êtes défendu en lui donnant un coup de poing ou en refusant de suivre. Vous allez le suivre.
En revanche, le bris des scellés a cru devoir, l'article 191 auquel vous faites référence, a cru devoir mentionner expressis verbis, de façon précise, l'exigence de la légalité, la position des scellés, la légalité. Ça veut dire que dans l'un des cas, vous n'avez pas à vous poser, dans le jargon juridique, on parle de la présomption, c'est-à-dire qu'on dit en matière de légitime défense, la légalité de celui qui agit est présumée. Et c'est une présomption absolue que vous ne pouvez pas contester. Voilà. Suivez d'abord, on verra après. En revanche, dans la question qui concerne les scellés, le législateur exige, je vous dis, dans la disposition concernant 191, il vous dit il faut que les scellés aient été légalement apposés. C'est pour ça que se pose donc d'abord, avant de savoir si elle a commis une infraction ou pas, quelle est la légalité. Et vous comprenez pourquoi je conteste l'inversion que vous avez faite dans la présentation des choses. Très bien. Voilà. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi effectivement je pose la question, parce qu'en partant de là, on remonte maintenant à la question de la décision prise par le MINAT, à savoir de suspendre ces organisations-là, parmi lesquelles le REDAC. Alors maintenant, sur la décision prise par le MINAT et sur les raisons évoquées justement pour suspendre là, quelle est votre analyse? Alors, moi j'ai d'abord envie de vous poser une question à vous, peut-être également qui peut concerner vos téléspectateurs. Quand vous entendez les arguments qui sont soulevés par le MINAT, c'est rien moins que le risque de financement de terrorisme, le déséquilibre du système financier. Vous pensez que vraiment ça ne vaut que 3 mois de suspension? Ça avait été vrai, vous avez des associations qui militent, qui risquent d'être poursuivies pour le financement. On va juste leur donner 3 mois, c'est parce que la loi a prévu, hein, c'est tout. C'est tout. Je trouve que là... Et si on considère que c'est des mesures conservatoires? Que ce sont des mesures conservatoires. Eh bien, parlons donc des mesures conservatoires. Moi, je ne sais pas. Je pense que tous ceux qui examinent la vie publique camerounaise ont pu constater que le comportement public de ce ministre relève un peu de la psychanalyse. Entendons-nous bien, je n'ai pas dit la psychiatrie, j'ai dit la psychanalyse. Il faudrait examiner le psychisme. Moi, je me demande, si ça ne relève pas d'une explication qu'on a entendue un jour, où on nous disait que vous avez 2 catégories de ministres. Vous avez les ministres il y en a 4 ou 5 dans le gouvernement, et les autres, ce n'est que des fonctionnaires auxquels on a fait croire qu'ils étaient ministres. Je me demande si, dans son esprit, son psychisme, il ne se dit pas, je dois tout faire pour moi aussi prouver que je suis à la hauteur de la fonction. Et donc, par conséquent, il en fait beaucoup. Le problème, c'est qu'il en fait tellement qu'il en fait trop. Et du coup, il est presque souvent hors de tout, hors du temps. Mais je suggère qu'on reste sur la décision je vais vous répondre concernant justement le... Je vais vous répondre. Je vais prendre le décor. Oui. Parce que je pense que vous ne pouvez pas déconnecter cette décision-là de tout ce qui constitue la personnalité de ce monsieur auparavant. Ce n'est pas une décision... Parce qu'on peut avoir le sentiment qu'on fait une fixation sur la personnalité, alors qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'acte qu'il a posé, et on essaie de trouver les fondements, on va dire juridiques, par exemple, de cette décision qui a été prise. Bien. Il a fondé sa décision sur le fait que, si vous voulez qu'on vienne directement au fait, il a fondé sa décision sur le fait que les 4 points que je vous ai indiqués tout à l'heure, dont je ne sais pas si vous avez... Il parle de financement illicite et inadéquat avec le profit de l'activité, non-respect des dispositions légales relatives au fonctionnement d'un organe à but non lucratif, activité de nature à porter atteinte à l'intégrité du système financier et absence de justification et de destination des financements reçus. Bien. Pour cela, il s'appuie donc, je crois, sur l'article 13 de la loi de 1990. Bien. Sauf que, si vous lisez la loi de 1990, pour ne rester qu'au niveau de la loi vous dit que ça doit être sur proposition, le ministre de l'administration territoriale peut, vous pouvez la lire, sur proposition motivée du préfet, suspendre par arrêté toute association pour trouble à l'ordre public. Moi, j'ai envie de vous dire, nous avons tous écouté ce ministre. Vous a-t-il dit un jour, nous a-t-il présenté une décision? Il dit que lui, il applique la loi. Vraiment, il les poursuit avec cette hargne que vous voulez, que vous venez d'indiquer, parce qu'elles ont violé la loi. Est-ce que quand on poursuit quelqu'un pour avoir violé la loi, la première contrainte à laquelle on est soumis, on doit se soumettre, ce n'est pas de commencer d'abord soi-même à appliquer la loi.
On vous dit on a besoin, c'est-à-dire que ce n'est pas le ministre lui-même de là où il est, c'est le préfet. Parce que c'est lui qui est territorialement près du lieu d'activité. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'ils nous disent « J'ai été saisi par le préfet du Vouri qui pense que voilà, et donc sur ces bases-là, j'ai décidé. » On n'a jamais eu ce texte-là. Jamais, ça n'existe pas. Donc là, déjà, vous avez une grosse violation de la loi par celui qui lui-même le reproche cette attitude à d'autres personnes. Et puis, en outre, moi j'ai envie de vous poser la question également. Je voudrais savoir, quelle est la motivation sur la base de laquelle le ministre a pris cette décision? Quand je vous parle de l'antériorité de son comportement, ce n'est pas juste simplement pour faire de l'agitation ou l'esbrouffe. Quand vous avez des choses qui sont aussi graves, elles doivent pouvoir être matérialisées par des éléments, des documents que vous apportez. Je vous signale en passant que on est là en matière d'atteinte à une valeur protégée par la Constitution du Cameroun, dont est garant le président de la République. Lequel président de la République lui-même proclame tous les jours que lui, ce qu'il va nous laisser en héritage, vous avez de temps en temps cité un certain nombre de ces mots, c'est la démocratie. Et la prospérité. Mais comment peut-on imaginer qu'on puisse porter atteinte avec autant de légèreté à une valeur que le président, c'est-à-dire celui qui est le seul élu, en réalité, dans l'exécutif, c'est le seul qui est élu, il n'y en a pas d'autre. Celui qui dirige l'action de l'État, on ne peut pas porter atteinte à une valeur avec autant de débats. Donc, moi, je me serais attendu à ce que, juridiquement, politiquement, socialement, le ministre nous apporta les éléments sur la base desquels il fait asseoir les griefs qu'il a contre le REDAC et d'autres associations. Au lieu de ça, on n'a rien du tout. On a tout simplement des grandes proclamations. On vous dit que il y a des incantations, ils ont porté atteinte au système financier. À aucun moment vous ne voyez ce sur quoi, c'est-à-dire la motivation sur la base de laquelle on peut faire asseoir une telle, ça s'appelle en droit la motivation. La motivation, c'est l'ensemble des éléments de fait et de droit que vous développez pour pouvoir justifier une motivation. Et tout ça, c'est pour éviter l'arbitraire, tout simplement. Donc, en dehors de ces incantations, en dehors de ces proclamations, vous ne retrouvez rien d'autre sur la base desquelles le ministre peut véritablement faire asseoir sa décision. Donc, vous avez là-dedans une violation de la Constitution, vous avez un vice de procédure, puisqu'il ne prend pas la peine de demander préalablement au préfet d'obtenir la base sur laquelle, le substrat sur lequel il peut faire reposer sa décision. Vous n'avez aucune motivation de sa décision qui est purement et simplement un arbitraire administratif. Et tout ça, encore une fois, c'est pour ça que je vous indiquais que ça relève simplement de la personnalité. Voilà, il veut exister. Le pire, l'erreur politique, de mon point de vue, regardez à quel moment il le fait. Je pense que la décision va être du 6. On est à la veille d'un week-end qui va déboucher quelques jours après sur les droits de l'homme. Le 10 décembre, le jour international. Vous ne trouvez pas que ça manque un peu d'élégance quand même? Un peu. Vous n'avez pas cette impression-là? On rentre dans une année d'élection où on sait quel est le poids qu'on jouait autrefois et que jouent ces organes. Vous n'avez pas un peu le sentiment que ça sent un peu de la combination? Moi, j'ai un peu cette impression. Alors, je peux vous dire que nous allons attaquer cette décision. Nous allons l'attaquer et je doute énormément parce que je pense qu'il faut quand même aussi un peu faire confiance à la justice de ce pays. Je ne vois pas un juge qui, sur la base d'éléments aussi vides, aussi creux, aurait la possibilité de conforter, de confirmer. Le seul problème pour lui, c'est que il aura réussi à démontrer encore, dimension psychanalytique dont je vous parlais, que lui, c'est lui qui va être le sauveur, le dernier bastion qui va sauver la République. Il n'y a que ça. En dehors de ça, vous n'avez rien d'autre dans ce dossier. Alors, honorable John Demotte, en observant les commentaires qui se font autour, n'est-ce pas, de cette affaire, et à le timing qui vient d'être rappelé tout à l'heure par Maître Claude Assira, on est quand même à la veille du 10 décembre. Il faut rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est 10 décembre 1948. On est à la veille d'une célébration comme celle-là, et c'est à ce moment, n'est-ce pas, qu'une décision est prise pour suspendre une association qui est présentée par ailleurs comme une pourfendeuse du régime. Et en même temps, il y a des élections, une élection présidentielle qui s'annonce en 2025. Beaucoup situent ça dans le sillage des grandes manœuvres qui précèdent l'élection présidentielle au Cameroun. Votre avis?
Maître Claude Assira qui m'aime bien, ça je le confirme, souvent dit, il me voit bien embarrassé de répondre à certaines questions. Là, c'est lui qui est très embarrassé. Parce que vous voyez très bien que dans tout le développement qu'il a fait, c'est bien également d'avoir parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quel est le droit fondamental qui a été contrarié dans la procédure actuelle? Aucun droit fondamental n'a été contrarié. Il ne sait pas tout simplement qu'on va revenir en arrière. Déclaration de droits de l'homme et du citoyen, on vient de guillotiner le roi, donc période libertaire par excellence, où on pense qu'on peut tout faire. Lorsqu'on dirige cette déclaration-là, on s'empresse à dire à l'article 4, on peut tout faire sauf quand il y a un encadrement de la loi. On peut tout faire sauf qu'il y a un encadrement de la loi. Mais sur le plan philosophique, votre liberté s'arrête, monsieur, là où la mienne commence, encadrement. On va plus loin, la déclaration dont vous avez venu de parler tout à l'heure, universelle des droits de l'homme, article 29. Oui, on peut tout faire, sauf quand il y a une loi qui réglemente tel ou tel secteur. C'est pour cette raison que là, je peux sortir ici, bien que je l'aime beaucoup, je ne peux pas me fâcher pour lui qu'il va même attenter à sa vie. Non, la loi m'arrête. Et m'intéresse de le faire. Et dans le cas d'effectivement des ONG, on a dit qu'il y a un encadrement. Et ce n'est pas parce qu'on a rappelé à quelqu'un qu'il y a un point de cet encadrement-là qui a été contrarié que forcément on a remis en cause. C'est lui qui a embarrassé, ce n'est pas moi. On le rappelle tout simplement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, là, je l'ai taquiné un peu. Et Liberté a brisé aussi le bris. Non. Et d'ailleurs, il finit son propos là-dessus. On va faire une procédure pour pouvoir démontrer que le dossier est vide. C'est ça la République, monsieur. C'est-à-dire que vous estimez qu'il y a un ministre, effectivement, qui n'est pas à sa place, à porter tel ou tel, sur la place publique, tel ou tel agissement, on fera la procédure pour pouvoir établir les choses. Et si il a milité, effectivement, pour qu'on ait des tribunaux administratifs, c'est effectivement pour pouvoir que la République continue à fonctionner de cette façon-là. Sauf que, bon, peut-être, il n'aime pas trop le ministre de l'AT, moi, ce n'est pas mon ami non plus, bien que nous sommes de même parti politique. Mais je crois qu'en l'espèce, quand même, il y a attendant qu'il ne se lève pas le matin pour pouvoir dire qu'il va suspendre le rédac. Il y a un signalement par une institution républicaine, l'ANIF, qui dit au gouvernement, mais vous m'avez demandé de contrôler les transactions financières, il me semble que ça nous intéresse ici. Edmond Kamga, son histoire de l'article 68 du code, je sais pas moi, de la loi fondamentale. Oui, 16 milliards, mais pourquoi vous êtes si myope? Il a même dit, vous avez plein de nécessités à ne pas regarder qu'il y a des gens qui brassent. Dans toute confiance qu'on sache dans quel contexte et pour quelle raison. Et à ce sujet, quelle est la procédure? C'est ce que le ministre a fait là? Écoutez, s'il y a un financement illicite. Admettons qu'il n'est pas dans la procédure, Maître Claude Assira aura du travail pour cela. On va orienter tous les dossiers chez lui pour pouvoir démontrer que... Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas dans la procédure? Il y a quand même au ministère qui me semble une direction des affaires administratives qui doit encadrer, observer tout ça. C'est-à-dire qu'on commet le pouvoir de suspension lui est reconnu. Après, maintenant, vous dites qu'il n'a pas respecté les procédures. Effectivement, si vous démontrez devant le document administratif qu'il n'a pas respecté la procédure, en l'espèce, la procédure elle-même va s'écrouler. Et c'est comme ça que la République fonctionne. Elle ne fonctionne pas différemment. Mais écoutez, Duval, si vous ne pouvez pas vous émouvoir que des gens... quels sont les gens aujourd'hui qui sont à la tête des ONG au Cameroun? Et puis vous entendez qu'il y a un petit enfant qui, au cours d'une période assez courte, a manipulé 5 milliards dans une histoire très souvent qui se résume à avoir un bureau de 2 mètres carrés dans un immeuble sans aucune activité particulière. Si vous, en tant que gouvernement, ça ne peut pas vous interpeller, je considère qu'en réalité, effectivement, vous pouvez tomber sur le ministre de l'AT pour pouvoir dire ce que vous êtes en train de dire à ce moment. Tout ce qu'on a fait jusque-là, un devoir de contrôle. On arrête d'abord mesures préventives. Après, maintenant, Claude Assira a la latitude de faire toutes les procédures pour pouvoir les sceller le plus rapidement possible. Ce sera son droit. Mais le ministre de l'AT a considéré qu'il était interpellé d'entendre qu'il y a des fonds dont on ne connaissait pas la source, qui sont brassés au Cameroun à hauteur de 16 milliards et que ça nécessitait une réaction de sa part. Après, maintenant, on verra l'analyse si vous admettez effectivement que... Et d'ailleurs, il y a plusieurs... Je vais aller plus loin. Ma grande sœur qui défend aujourd'hui, qui ne peut pas briser les scellés, il y a des vidéos qui sont devenues virales aujourd'hui qui ne me rassurent pas du tout. Il est dans des réunions en Allemagne
où on entend qu'on brasse de l'argent pour organiser des émeutes, parce qu'on n'en peut plus que pour bien sûr encore au pouvoir. On n'est pas dans la République. Effectivement, si dans ce cadre de ce genre d'activité, effectivement, il lui arrive effectivement que vous êtes interpellé, il se pliera là également au devoir républicain qui est celui de... Alors, je vais vous poser une question, peut-être avant de donner la parole à Edmond. Honorable Samuel Maud, il faut se souvenir qu'il y a quelques années, je crois que c'était en 2019, on a eu une sortie semblable du MINAT, toujours au sujet du REDAC, parlant des milliards de francs CFA qui avaient circulé. Et puis après, plus rien. Parce que, quand il dit plus rien, je dis que... Parce que l'affaire, lorsqu'on l'a évoquée à cette époque, paraissait quand même assez grave. C'est-à-dire qu'on s'attendait à des interpellations massives, peut-être d'ouverture d'un procès. On a dit ça comme vous allez avoir... C'était deux conséquences qui étaient prévisibles. La première conséquence, c'est que Mme Gombe, qui est également une amie par ailleurs, se fasse arrêter, menotter, foutu en prison parce qu'effectivement, il est établi que ce qu'il était en train de faire était totalement délicieux. La deuxième alternative également, c'est que le dossier peut se dégonfler. Et si se dégonfle parce qu'à la lumière des faits, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un environnement où il est impossible de vivre. On doit regarder. Le devoir de contrôle, il est important dans toutes les activités de la vie publique que nous faisons. Pas seulement de la vie publique, mais de la vie privée. À l'intérieur, on doit se contrôler, surveiller, pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui puisse mettre en péril la vie et même la sécurité des biens d'un certain nombre de citoyens. C'est un pouvoir, j'allais dire républicain, oui, certainement non, à la limite régalien, qui est exercé en l'espèce, bien entendu. S'il y a une suite heureuse comme celle-là qui consiste à dire qu'on n'a rien trouvé, nous pouvons être contents aujourd'hui de voir que la dame en question, le REDAC, Mme Gombe, n'a pas été inquiétée pour cela. Et c'est comme ça que la République fonctionne et ne fonctionne pas différemment. Et donc, Anguia, le dossier se regonfle. Le dossier se regonfle, vous dites. En fait, dans cette affaire, il y a le contexte et il y a le texte. D'abord, le contexte. Et vous faites bien de rappeler que ce n'est pas la première fois que le MINAT intervient pour citer des organisations de défense des droits de l'homme qui, selon lui, veulent déstabiliser le Cameroun. À l'époque, il avait cité le REDAC, d'autres associations, et même cité des médias dont Equinox Télévision, qui auraient reçu 5 milliards pour déstabiliser le Cameroun. Je me rappelle. Il avait accusé même Equinox Télévision de faire partie de ces structures, dont le REDAC et autres, qui ont reçu 5 milliards pour déstabiliser le Cameroun. Il n'a jamais pu apporter la preuve de la déstabilisation par les organisations qu'il a citées, de vouloir déstabiliser l'État du Cameroun. Donc, il revient à la charge. Cette fois-ci, autrement, en citant le REDAC et d'autres organisations encore, en évoquant encore des milliards. Cette fois-ci, il est passé de 5 milliards à 16 milliards. Et les motifs qu'il invoque, qui sont l'objet de cette affaire, mais c'est très grave. C'est-à-dire le financement du terrorisme en réalité et le déséquilibre du système financier. Et je pense, comme Maître Claude Assira, que si c'était vrai, si c'était sincère, je pense qu'une affaire aussi grave, ce n'est pas aujourd'hui seulement que l'affaire aurait pu être évoquée et sans des conséquences gravissimes. Si une association peut décider d'intervenir négativement dans le pays où il travaille, où elle travaille, intervenir dans le système financier et même dans le cadre d'un financement du terrorisme sans que l'État n'intervienne, sans que les structures habilitées à investiguer fassent leur travail. Parce que la première question est la suivante. Pourquoi c'est le MINAT qui intervient et non l'Agence nationale d'investigation financière? Si l'objet invoqué est sérieux. Si l'objet invoqué est sérieux. C'était le signalement de la NIF, je le confirme. C'était un signalement de la NIF. Je dis, c'est la question que je pose. Ouais. La NIF a-t-il fait un communiqué dans ce sens? Est-ce que ce communiqué existe? Est-ce qu'il est public? Non, c'est les questions que je me pose. Et quand je n'ai pas encore répondu à la question, et quand bien même l'agence l'aurait fait, est-ce que c'est ça la procédure? Non, est-ce que ça, je ne pense pas que ce soit ça la procédure. Et le contexte, je le dis, c'est pas la première fois, ça revient encore. C'est toujours des périodes où il y a des échéances qui précèdent des échéances électorales importantes, qui a des sorties comme ça, du ministre de l'administration territoriale. Et je voudrais dire que il y a quelque chose de vicieux dans cette façon de faire.
Je reste dans le contexte pour dire, il y a à peine un mois, le Cameroun a été obligé de répondre, n'est-ce pas, des interrogations, des faits gravissimes de torture à Genève. Et plusieurs associations, dont le REDAC, c'est-à-dire le comité de Genève, le comité des droits de l'homme, tient compte des documents que les associations dites défendent et protègent les droits de l'homme leur envoient. Et on oppose cela, on demande la version du gouvernement. Et la délégation gouvernementale a du mal à démontrer que les actes de torture ne sont pas des choses récurrentes au Cameroun. Donc, je partage l'idée selon laquelle, qui est évoquée même dans certains médias, que la sortie du ministre de l'administration territoriale serait motivée par d'autres intentions qui seraient inavouées. Cela ressemble à un règlement de compte vis-à-vis d'une association qui, parmi d'autres, ont démontré, à travers leurs actions, leurs rapports, que le Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme, que le Cameroun viole ses engagements à l'international concernant notamment les actes de torture, des actes cruels, inhumains et dégradants, viole les droits de l'homme, notamment des faits pour lesquels le Cameroun a signé des accords et les a même ratifiés. C'est-à-dire, prenons l'exemple aujourd'hui, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tout cela sur la base de l'article 45 de la Constitution. Lorsque les accords traités ont été régulièrement signés et ratifiés, ils entrent dès leur publication, ils ont une autorité supérieure à celle des lois. Et aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions, de savoir si cette sortie-là ne vient pas comme pour émousser le travail qui a été fait par des associations qui défendent les droits de l'homme, dont le REDAC. Je commence par les interrogations. Maintenant, je vais rentrer dans le texte. Pour dire, à la suite de M. Sierra, pour renforcer d'ailleurs ce qu'il a dit, je vais revenir sur l'article 13 dans ses différents alinéas et vous comprendrez pourquoi. Article 13 de la loi numéro 90/053, 19 décembre 1990 portant liberté d'association. Voici ce que dit l'alinéa 1 de l'article 13. Le ministre chargé de l'administration territoriale peut... Je ne suis même pas sûr que c'est la bonne loi de référence. Il y a une loi sur les ONG, il vaut mieux la lire. Je vous en prie. Non, c'est juste une... Monsieur le rédacteur, pourquoi vous aimez intervenir chaque fois qu'un parler s'exprime? Je parle d'une loi précise sur les associations. Allons-y. Je n'ai pas parlé d'autre chose. Très bien. Vous permettez que je m'exprime? Allez-y, Edmond. Honorable. Allez-y. Portez bien votre nom. Edmond, avançons s'il vous plaît. Je le porte très bien. Article 13, alinéa 1. Le ministre chargé de l'administration territoriale peut, sur proposition motivée du préfet, suspendre par arrêté pour un délai maximal, un délai maximum de 3 mois, l'activité de toute association pour trouble à l'ordre public. Si je m'arrête à l'article 13, alinéa 1, je vais poser 2 questions. La condition d'application de l'article 13, il y a 2 éléments. Sur proposition motivée du préfet, à aucun moment, lors de sa sortie en conférence de presse, le ministre de l'administration territoriale n'a démontré aux médias, aux journalistes, que sa sortie était appuyée par une proposition motivée par le préfet. Deuxième chose, il faut bien qu'il nous demande qu'il y a trouble à l'ordre public. Il faut qu'il démontre que le REDAC a troublé l'ordre public. Et à aucun moment, il ne vaut le trouble à l'ordre public. Parce que l'objet, les éléments qui font l'objet de sa suspension ne correspondent pas exactement au trouble à l'ordre public. Il y aurait tout un débat doctrinal là-dessus, s'il faudrait qu'on en parle. Maintenant, l'article 13, alinéa 2. Le ministre chargé de l'administration territoriale peut également, par arrêté, dissoudre toute association qui s'écarte de son objet et dont les activités portent gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'État. Ça, c'est l'article 13, alinéa 2. Ça dit qu'au-delà de la suspension, il y a la possibilité de dissoudre. Maintenant, c'est ce qui est le plus intéressant, article 13, alinéa 3.
par dérogation à l'article 12 de l'ordonnance numéro 72, barre 6 du 26 août 1972, fixant l'organisation de la Cour suprême, les actes prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus que j'ai cités sont susceptibles de recours sur simple requête devant le président de la juridiction administrative. Ce recours doit intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile. Le président statue par ordonnance dans un délai de 10 jours. Je voudrais, après avoir cité ces textes, vous dire que, à partir des éléments du contexte et le texte que je viens de citer par rapport à la loi portant sur les associations, que le ministre de l'administration territoriale agit, annonce son action et donne effectivement la suspension de 3 mois, parce que la loi dit que c'est 3 mois. Mais pour toute la loi publique qui n'est pas démontée, qui n'est pas soutenue, ni motivée par un texte du préfet. Je vais recueillir pour sortir de ce sujet l'avis de Aristide Mono sur la question. Aristide Mono, est-ce qu'on passe... J'ai été interpellé à plusieurs reprises. Aristide Mono, quelle est la lecture que vous faites de cette décision du MINAT en rapport avec ces associations et l'exécution, n'est-ce pas, de cette décision sur le terrain? Déjà, Duval, il faut rappeler que vous me devez 2 tours de prise de parole. Parce que c'est ma 2e prise de parole, les autres sont déjà 3 prises de parole. Donc il ne faudra pas être gêné si je suis un peu long. Moi, je suis un peu long. Il faut déjà dire que je suis très déçu par le comportement de l'honorable Motte. Je lui ai posé une question tout à l'heure concernant le travail parlementaire qui se résume en 2 options, en 2 tâches fondamentales. Ce ne sont même pas des options. Produire les lois, ça veut dire à l'exécutif ce que l'exécutif doit exécuter, et la production des lois revient d'abord, l'initiative revient au député. Je lui ai posé une question simple. Monsieur le député, depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, depuis 2020, quelle est la loi que vous avez proposée et qui a prospéré? Il a évité la question. Et 2e tâche, c'est contrôler ce que le gouvernement fait. J'aimerais bien savoir, avec tous les scandales, Glencore, Savannah et tout, ce que M. Samuel Motte, en tant que député de la nation, a posé comme acte fort dans le contrôle de l'action gouvernementale. Mais curieusement, M. Samuel Motte, avec votre permission, vous colportez plutôt des ragots. Je dis vous colportez des ragots parce que vos affirmations ne sont basées sur rien. Et le ragot le plus ignoble, c'est que vous aurez vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux où mettre à liste comme nom. C'est pas comme ça que raisonne un député. Même si vous êtes sur un plateau de télévision, vous restez député. Mais revenons à votre question. Il faut déjà partir d'un bon nombre d'éléments pour comprendre que nous sommes hors du droit. Ça veut dire que le juridisme ne tient pas ici. C'est un rapport de force entre un État répressif, un État oppressif et toute structure, toute personnalité qui fait dans la dénonciation, qui critique, qui met en lumière un bon nombre d'écarts. Et l'ordre de 82, l'ordre de Yaoundé, aime opérer dans le noir. Ça veut dire que s'il y a répression, que cela soit masqué. S'il y a détournement des fonds publics, que cela soit masqué. S'il y a malgouvernance, que cela ne soit pas su. Parce qu'il reste soucieux de son image au sein de l'opinion nationale et internationale. Et il faut donc détruire ou neutraliser toutes ces voix qui peuvent exposer ces frasques, ces forfaits. Alors si on part de ce postulat, on interroge l'histoire même du REDAC avec la répression. Le REDAC a déjà subi plus de
6 cambriolages, le siège du REDAC, plus de 6 cambriolages, avec des documents emportés. Ce qui est sûr, c'est qu'un opposant n'ira pas chercher des documents. Le cambrioleur, c'est qui? Vous permettez, honorable. 6 cambriolages. Ouais. En plus de cela, le siège du REDAC a déjà été incendié une fois. Ce ne sont pas les opposants ou les en bas d'en bas qui iront incendier le siège du REDAC. Et en plus de cela, la directrice exécutive du REDAC, vous l'avez déjà reçue à plusieurs reprises, M. Duval-Fangwa, elle a toujours affirmé qu'en 2013, sa fille avait été violée par des gens appartenant à un corps dont on ne va pas citer le nom sur le plateau. Sa fille avait été violée. Ce sont des persécutions. Juste pour vous faire comprendre que ce qui se passe aujourd'hui peut relever de la continuité de la persécution d'une structure ou des personnes qui veulent mettre en lumière un bon nombre d'éléments que le système aimerait voir dans le noir total. Ou alors, si le système veut vous briser, que ces structures-là soient totalement muettes. Deuxième élément à prendre en considération, c'est la culture de la délation ou des affirmations gratuites qui a toujours travaillé ceux-là qui portent la parole de l'ordre dominant. Je vais prendre quelques cas avant de revenir sur le cas du REDAC. Le professeur Maurice Kamto, 2 communicants du parti au pouvoir. Le premier avait dit détenir des vidéos compromettantes du professeur Maurice Kamto. Boule puante. Un autre élément, permettez honorable, un deuxième élément. Les armes lourdes ont été retrouvées dans le domicile du professeur Maurice Kamto. Toujours des boules puantes. Un autre élément, le professeur Maurice Kamto et le MRC auraient reçu des milliards pour boycotter les élections de 2020. Boules puantes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Le REDAC est en situation de résistance parce que il défend la cause homosexuelle. Et cela est repris par un bon nombre d'autorités. Ça veut dire un mensonge pur et simple. Je le dis pur et simple parce que je suis le dossier du REDAC depuis le déclenchement. Il n'a jamais été question, que ce soit au niveau de l'indignation nationale, il n'a jamais été question d'une quelconque défense à la cause homosexuelle, mais une défense des droits de l'homme au Cameroun, de la liberté d'association et de la fin de la répression et de la brimade administrative. Il n'a jamais été question d'une affaire d'homosexualité. Et maintenant, on surfe sur ce domaine parce qu'on sait qu'on pourra recueillir les mois ou la désolation du peuple pour qu'il se désolidarise en fait de l'action, de la dynamique de soutien à ceux-là qui ont toujours défendu les droits de l'homme. On peut reprocher des choses au REDAC. On peut reprocher des choses au REDAC. On peut reprocher les choses à Maximilien Ngombe. Mais personne ne peut dire aujourd'hui que cette dame ou ces dames avec le REDAC n'ont pas apporté un soutien considérable dans la protection des droits de l'homme au Cameroun. Que ce soit les journalistes, que ce soit des hommes politiques, ceux-là qui sont dans la délation aujourd'hui, les journalistes n'ont même pas pris le temps de recouper l'information avant de le relayer. Ça veut dire qu'ils ont pris la déclaration comme une parole d'évangile. Quelqu'un dit sur un plateau, nous avons retrouvé les armes lourdes de domicile et vous relayez cela sans toutefois recouper l'information. Mais on va en arriver. Maintenant, des gens vont vous dire, parce que quelqu'un a eu affaire... Non, tout le monde, on peut connaître des moments de faiblesse. On peut ne pas être d'accord. Edmond Kamgial, nous sommes proches de Maximilien Ngombe. Mais on a eu des coups durs, des échanges durs. D'abord sur la question des TOFIS et également sur l'inutilité des inscriptions sur les listes électorales. Mais cela n'exclut pas qu'on reconnaisse le travail fait par cette dame, le travail fait par le REDAC. Alors certains vont dire non, en fait c'est une affaire de deal qui a mal tourné. Ça c'est l'orientation des cabinets noirs du système. Et puis des intellectuels, des universitaires vont aller raccommoder, rafistoler des vieilles théories de relations internationales et dire que non, en fait les ONG ont toujours opéré. Non. Mon maître
En sciences politiques, le professeur Molu Yacouba m'a toujours dit ce sont les faits empiriques qui tirent la théorie. Ce n'est pas la théorie qui tire les faits empiriques. Le fait empirique, pour toutes ces analyses, pour tous ces analystes, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu effectivement, est-ce qu'il y a une affaire de 16 milliards? Est-ce qu'il y a financement occulte? L'affaire a été posée en 2021, comme l'a relevé ici, Mekassira et Edmond. Depuis 2021, l'État est resté tranquille, où il attendait d'abord que le REDAC aille dealer avec l'État islamique, ou alors avec Al-Qaïda ou Boko Haram avant d'agir. Et lorsqu'on dit 16 milliards, on ne vous dit pas si c'est réparti entre les 6 associations, on donne l'impression que c'est uniquement pour le REDAC. Et on frappe, on vous dit, voilà, le REDAC a eu à prendre 16 milliards, mais donnez le document aux journalistes. Remettez le document aux journalistes pour qu'ils puissent faire le recoupement. Et pour ce qui est de la NIF, lorsqu'il y aurait même un blanchiment d'argent, ou financement occulte, financement du terrorisme, les rapports de la NIF ne sont pas adressés au MINAC. Et parmi les structures nommément citées pour travailler avec la NIF, on n'a jamais cité le ministère de l'administration territoriale. Et lorsque la NIF découvre une affaire importante, ça veut dire au terme de son enquête, la NIF envoie son rapport au procureur général auprès de la cour d'appel compétente. C'est le procureur général. Ça veut dire que si Maximilien Gombe et Alice, comme avec leur REDAC, avaient eu des financements occultes constatés par le REDAC, par la NIF allait saisir le procureur général compétent ici à Douala qui allait maintenant engager immédiatement une procédure judiciaire. C'est ça la procédure. C'est ça la procédure. Et maintenant, lorsque le ministre de l'administration territoriale veut intervenir, il ne peut intervenir que dans des cas qui ont été relevés tout à l'heure par Edmond Kambia. Et il est donc de bon ton. S'il aimerait donc agir dans ce cas, ça veut dire que c'est écarté de son objet. Là, c'est la dissolution, trouble à l'ordre public. Mais restons même dans les cas, dans ces activités qui pourraient nuire. Les journalistes présents et les analystes qui récitent les théories à tout vent. Est-ce que quelqu'un peut nous citer une seule activité qui a été nommément citée par le ministre de l'administration territoriale qui mettrait le REDAC en situation irrégulière? Il faut faire extrêmement attention. Il y a des gens qui sont allés dans les délations, ils ont dit le REDAC, vraiment Maximilien Gombe a un parking de 5 voitures. Pour ceux qui maîtrisent le domicile de Maximilien Gombe, sa cour ne peut pas contenir 3 voitures. J'ai dit 3 voitures, ceux qui maîtrisent la cour. Alors il faut donc savoir que nous sommes dans une situation où on essaye, je ne mange pas le caddie du REDAC, mais je me situe dans une analyse qui s'appuie sur un bon nombre d'éléments et qui fait en sorte que je remette en doute tout ce qui est dit autour de cette association. À quel moment le REDAC est frappé? Il faut prendre en compte ce contexte. En plus de ce contexte, il faut se projeter. Les projections au Cameroun, ce sont des élections 2025, 2026 et probablement un gré à gré qui serait en train de se maturer, en maturation. Alors, ces moments, ces 3 moments, ces 2 moments avec un moment possible, nécessitent pour les fondamentalistes, ça veut dire des extrémistes de l'ordre dominant, parce qu'il faut rappeler que quand on parle souvent du régime de Yaoundé, il y a ces extrémistes qui sont souvent là et disent oui, vraiment c'est bien quand on parle de tout le monde à la fois, il faut commencer à les étiqueter. Alors, il est question d'anticiper sur un bon nombre de situations. J'avais déjà relevé cela lorsque Equinox avait été, lorsque le droit de réponse avait été suspendu. J'avais déjà relevé cela. J'avais dit il y a une dynamique en cours pour neutraliser ou du moins obtenir la reddition de ceux-là qui pourront faire le moment venu toute la lumière sur un bon nombre de frasques que certains projettent 2025-2026 et probablement la situation de gré à gré. De sorte que lorsqu'ils vont broyer les opposants en 2025, qu'il n'y ait aucun média, qu'il n'y ait aucun leader d'opinion capable de parler parce qu'on les aurait déjà intimidés. Et c'est dans ce cadre qu'il faut toujours situer ma situation sécuritaire.
Ça veut dire qu'on procède à des intimidations, à des oppressions exemplaires pour que ça serve de leçon aux autres et ils rentrent maintenant dans la reddition. Alors, on est en train de préparer ces échéances. 2026, ça pourrait encore être difficile pour ces jeunes loups de l'opposition qui auront à faire face aux barons du renouveau dans les 360 communes. Ils vont les étouffer là-bas. Maintenant, si on n'a pas des haut-parleurs, c'est là où j'appelle certains à beaucoup plus de raisons. On ne fait pas la politique avec les émotions. La stratégie politique se pense avec la raison. Il ne faut pas permettre à ceux qui sont considérés comme des adversaires ou des ennemis communs d'engranger des victoires. Parce que ces victoires vont les conforter et vont leur donner la confiance. Et plus tard, ça sera votre tour dans ce moulinex. Pour faire simple, si Moulinex doit mettre à l'ISCOM, alors que vaudra plus tard le petit candidat de Foutini, de l'opposition, le petit candidat de Blangois, avec les bébés Moulinex locaux? Les bébés Moulinex vont dire, si Moulinex a brisé une ALISCOM, ce n'est pas, si on a pu briser ALISCOM, ce n'est pas un petit gars de l'opposition qui va être candidat dans la commune de Koukpara qui va finalement être à l'abri du Moulinex. Donc j'aimerais faire savoir aux uns et aux autres que quand on le fait, les gens m'ont vu dans le soutien et tout, ils pensent peut-être que c'est... Non, ça n'a rien à voir, c'est une lecture purement objective et on se dit si on défend tous... Purement objectif, monsieur. Je vais vous faire savoir, non, vous me permettez, vous avez parlé ici, personne ne vous a interrompu. Je dis objectif, je vais vous faire savoir, je vais vous faire une confidence. Quand je vais faire une consultation au REDAC, une formation au REDAC, aller former les jeunes leaders au REDAC. Quand je forme les leaders au REDAC, et on m'appelle, on me dit, on n'a pas de l'argent. Si vous pouvez arriver, voilà ce qu'on peut juste vous garantir. Le transport, et chaque fois, il y a toujours une liste. Donc, monsieur Mout, ne soyez pas surpris qu'à la fin, qu'à l'issue de la plainte qui sera déposée probablement par les avocats, qu'on se rende même compte que, je ne vais rien trahir, que nous soyons hyper, ça veut dire si on totalise tout ce que le REDAC a eu de 2019 jusqu'à ce jour, vous serez très très surpris. Alors, heureusement que vous n'avez pas de régie. Maître pour la séance de l'émission, s'il vous plaît, à la régie, accordez-nous encore 2 petites minutes pour permettre à Maître Assira de terminer et puis on se dit au revoir. Oui, merci beaucoup. Je voulais simplement indiquer que, évidemment que je n'ai rien contre l'ordre et je n'enlève rien du tout des prérogatives du ministre de l'administration territoriale. Qu'on ne se trompe pas de débat. Ce que je voulais juste indiquer à M. Motte, c'est que l'ordre, il est le même. Nous sommes en train de parler de choses qui sont transversales, qui n'ont pas de parti. Moi, personne ne me soupçonnera jamais de prendre un parti de protection de l'une contre l'autre. Chaque fois que toutes les personnes, qu'elles soient du RDPC ou d'ailleurs, ont été mises en cause de façon injuste, il m'est arrivé de le dénoncer. J'aurais aimé pouvoir retrouver cette attitude-là de tout le monde. Et je pense que, comme je le dis tous les jours, il pleut sur tous les toits. Les gens qu'on poursuit aujourd'hui parfois, avec la vindicte de la justice, sont les mêmes qui autrefois ont utilisé la même justice et n'ont jamais voulu lui donner, se plaindre lorsqu'elle frappait malheureusement les autres. Et là, aujourd'hui, c'est le REDAC. Je peux vous indiquer que sur, je ne sais pas combien d'associations il y a au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on veut nous dire que toutes les autres associations fonctionnent de façon normale? Il n'y a que les 5 qu'on a notés dans le REDAC qui fonctionnent mal. Si tel était le cas, laissez-moi terminer. Non, je vous en prie, laissez-moi terminer simplement. Je vous assure que je vous ai écouté. J'avais envie de vous donner la réplique. Non, mais laissez-moi juste terminer. Je ne dis pas. Je dis c'est moi que vous avez dit 5, il a dit c'est le REDAC. Bien. Une seule association. Donc, vous avez dit 5. Donc, ce que je voudrais vous indiquer simplement, c'est qu'il n'est pas, à partir du moment où on doit pouvoir comprendre qu'il y a là-dedans une orientation qui est délibérée. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes de bonne foi, vous appelez les gens minimalement en leur disant, voilà, nous avons reçu telle ou telle chose. Je suis entièrement d'accord avec Bernono. Je peux peut-être rectifier une chose qui consiste à dire que la NIF n'a pas la personnalité juridique, donc elle n'aurait pas pu saisir directement la juridiction. Elle envoie en principe à la présidente de la République, c'est ce qui se fait. Je crois que ça doit être fait bientôt dans le rapport. Dans ce cas,
on peut se poser la question de savoir si la présidente de la République est au courant d'infractions aussi graves. Il a fallu que ce soit le ministre de l'administration territoriale qui, lui, décide tout ça, qui a donc la possibilité de porter plainte. Il y a des tas de procédures. Je ne peux pas vous donner, je suis tenu au secret professionnel, mais le nombre de procédures dans lesquelles la NIF intervient et où est parfois même d'ailleurs des jugés devant le tribunal criminel spécial sont tellement nombreuses que je ne comprends pas que le ministre de l'administration territoriale, lui, ait cru devoir prendre pour vérité l'évangile une soi-disant, c'est à vérifier encore, parce que personne ne l'a vu à ce jour. Le ministre est dans l'incantation, dans la proclamation pure et simple. Et je n'arrive pas à comprendre que M. Motte, lui, il estime que c'est largement suffisant. Je vais étonner quand on lui dit, il manque, mais si, M. Motte, vous avez une petite once, il y a une petite once dans vos propos de... Pardonnez-moi, de mauvaise foi. Non, si, pas du tout. Quand je vous dis qu'il n'y a pas eu, si vous venez, vous me dites, voilà, moi j'ai vu, vous êtes député, vous en avez eu d'ailleurs tout le loisir, puisque ça aurait circulé. Si vous avez vu la lettre du préfet du Bourg, vous seriez venu m'apporter la contradiction. Je vous donner raison. Je voudrais au moins que vous admettiez, c'est ça que je voulais vous dire. Admettez au moins que là, sur ce terrain-là, il y a une anomalie. Mais vous préférez... Mais ça vous soulever l'anomalie par la suite. Je la soulève. La loi est la même pour tout le monde. Qu'elle défend ou qu'elle protège. Nous nous battons pour cela. Très bien. La même pour tout le monde. Donc dans ce cas-là, au moins vous et moi, on devrait être d'accord. Au moins sur ce plateau. On devrait au moins être d'accord là-dessus. Donc moi je pense qu'on n'a jamais rien demandé. Et je vais vous dire que si on l'avait demandé, c'est à dessein. Le rédac a souvent d'ailleurs donné ces rapports de façon tout à fait normale, sans qu'il ait été besoin de quoi que ce soit. On leur aurait demandé. Aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, ça va être régularisé auprès du ministère de l'administration territoriale. Il n'y a absolument aucun problème. Le ministre a simplement voulu faire le buzz, comme on dit, dans la ville pour embêter et encore une fois faire, c'est lui le muscleur du gouvernement, c'est lui qui est le dernier rempart de la République. Et à la réalité, il y a strictement, je parle que pour le rédac, je n'ai aucun élément pour les autres, ce qui ne veut pas dire qu'il soit susceptible d'être suspect, je ne sais pas, mais je vous dis pour le rédac au moins, auprès duquel je me suis rendu pour pouvoir examiner leur situation, il n'y a strictement aucun des éléments qui est aucun des... On va s'arrêter là pour ce dimanche. Edmond Kanga, malheureusement, on est tenu par les impératifs du temps. Merci, messieurs, d'être venus. Aristide Mono, bon retour à Yaoundé. Merci également à vous, Maître Claude Lassira. Bon retour dans la capitale politique du Cameroun, où demain, on attend un sommet extraordinaire des chefs d'État. On aura le mot, la session est finie, donc vous restez avec nous à Douala. Merci également à vous, Edmond Kanga, d'être venu échanger avec nous dans le cadre de cette émission de droit des réponses. Excellent dimanche à tous. Retrouvez-nous ce soir, 20h30, dans le cadre de l'émission La Vérité en face avec Emmanuel Noubi-Singankam, économiste. Avec lui, nous revenons sur la loi de finances et bien sûr les questions d'actualité économique au Cameroun. Bon dimanche et à très bientôt. Au revoir.